quand j'ai été transporté d'urgence aux urgences, ma sœur a dit, rentrons à la maison, elle ira bien. Ils m'ont laissé pour aller organiser le mariage. Et la première chose que j'ai faite à mon réveil les a plongés dans la panique. Ils m'ont supplié d'arrêter. Au moment où ma sœur a dit que nous devrions tous rentrer à la maison et que j'irais bien, j'étais allongé sur un brancard étroit à l'hôpital des urgences de Columbus, Ohio, tremblant de douleur et essayant de ne pas vomir sur moi. Les plafonniers défilaient au-dessus de moi au ralenti, de longs panneaux blancs bourdonnant doucement alors que les infirmières me précipitaient dans le couloir. Mon bas du dos et mon côté me donnaient l'impression d'être écrasés de l'intérieur, une douleur profonde et lancinante qui venait par vagues et me coupait le souffle. On m'avait dit quelques minutes plus tôt qu'un calcul rénal bloquait mon urtère et qu'une infection se propageait déjà. Le médecin s'était penché près de mon visage, sa voix calme mais sérieuse, expliquant que ce n'était pas une routine et que j'avais besoin d'une procédure d'urologie d'urgence immédiatement. J'ai hoché la tête parce que hocher la tête était plus facile que de parler. Je lui faisais confiance. J'ai toujours fait confiance aux médecins. J'étais infirmière moi-même. Je savais quand quelque chose allait mal. J'entendais des voix juste derrière le mince rideau de l'hôpital alors qu'il me roulait dans une zone d'attente. Ma mère semblait inquiète au début, posant des questions avec cette voix tendue qu'elle utilisait quand elle avait peur mais essayait de ne pas le montrer. Mon père était silencieux, se raclant la gorge comme il le faisait quand il ne savait pas quoi dire. Et puis il y avait Lydia. Ma sœur aînée. Sa voix coupait les autres, confiante et irritée, comme si tout cela était un inconvénient qui lui était tombé dessus au pire moment possible. Elle leur a dit que nous devrions tous rentrer à la maison et que j'irais bien. Elle leur a rappelé que j'étais infirmière, que je savais que ce genre de choses arrivait, que les médecins aimaient surréagir. Elle a parlé de l'organisation de son mariage, d'un essayage de robe cet après-midi-là, d'une dégustation de gâteaux qu'elle avait déjà payé, de la façon dont tout était programmé et ne pouvait pas être déplacé à cause de moi. Je suis resté là, à fixer le plafond, les mains serrées en poing, écoutant ma vie être discutée comme un problème de calendrier. J'ai attendu que quelqu'un se dispute avec elle. J'ai attendu que ma mère dise non, c'est grave, nous restons. J'ai attendu que mon père prenne la parole, qu'il dise que sa fille cadette avait besoin de lui. Au lieu de cela, il y a eu une pause. Une longue pause inconfortable. Et puis ma mère a soupiré. Elle a dit que Lydia avait probablement raison et que j'étais forte et que je comprendrais. Mon père n'a rien dit du tout. Une infirmière a légèrement tiré le rideau et a demandé qui resterait pour signer les papiers et attendre pendant qu'on m'emmenait. Personne ne lui a répondu tout de suite. Je pouvais sentir le silence s'étirer. Puis j'ai entendu des pas s'éloigner. Ma famille est partie. Tous. Ils ont choisi de rentrer à la maison et de continuer à organiser un mariage pendant qu'on me préparait pour une opération d'urgence. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. Le choc est venu tranquillement, comme quelque chose qui se mettait en place en moi. J'ai réalisé à ce moment-là que ce n'était pas un malentendu ou un mauvais timing. C'était une décision. Ma sœur avait décidé que j'étais facultative, et tout le monde était d'accord avec elle. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de faire une petite pause. Pendant que vous écoutez cette histoire, où êtes-vous en ce moment? Êtes-vous dans votre cuisine, en train de plier le linge, assis dans votre voiture, vous détendant après une longue journée? Pour moi, j'étais à plat sur le dos sous les lumières crues de l'hôpital, écoutant ma propre famille s'éloigner. Les infirmières se sont déplacées rapidement après cela. Elles m'ont demandé de confirmer mon nom, ma date de naissance et mes allergies. Elles m'ont expliqué ce qui allait se passer ensuite d'un ton calme et exercé. J'ai répondu automatiquement, ma voix semblant distante même à mes propres oreilles. À l'intérieur, quelque chose se brisait. J'avais passé toute ma vie à être la personne fiable, la responsable, celle qui n'avait pas besoin de grand-chose. Je travaillais comme infirmière itinérante, me déplaçant d'hôpital en hôpital, prenant les gardes les plus difficiles parce que quelqu'un devait le faire. J'avais 33 ans et j'étais habitué à être seul. Je pensais que ça m'allait. Alors qu'il me roulait vers la salle d'intervention, j'ai ressenti une vague de peur soudaine qui n'avait rien à voir avec l'opération elle-même. C'était la peur de me réveiller seul. J'avais vu ce regard sur le visage des patients tant de fois auparavant, la panique silencieuse lorsqu'ils réalisaient que personne ne venait pour eux. Je m'étais toujours dit que ce ne serait jamais moi. J'avais une famille. J'avais une sœur. J'avais des parents. Je me trompais. L'anesthésiste s'est penché sur moi et m'a demandé si j'avais des dernières questions. J'ai failli lui demander d'attendre,
juste une minute, au cas où ma famille reviendrait. J'ai failli lui demander si cela pouvait être retardé. Mais ensuite, j'ai de nouveau entendu la voix de Lydia dans ma tête, vive et certaine, disant à tout le monde que j'irais bien. Alors j'ai dit non. J'ai dit que j'étais prête. Alors que le médicament commençait à faire effet, mes pensées se sont tournées vers le début de cette journée. Je m'étais réveillé dans mon appartement à Columbus avant l'aube, recroquevillé autour d'une douleur dans le côté qui me donnait l'impression que quelqu'un m'avait enfoncé une pointe chaude. J'avais essayé de me convaincre que ce n'était rien, que ça passerait. Les infirmières sont de terribles patientes. Nous minimisons tout. Mais quand j'ai commencé à vomir et que je ne pouvais plus me tenir droite, j'ai appelé à l'aide. J'ai appelé ma mère depuis l'ambulance, ma voix tremblante, lui disant que quelque chose n'allait pas. Elle avait semblé inquiète à ce moment-là. Elle avait promis qu'il me rejoindrait à l'hôpital. Je l'avais cru. Allongé là maintenant, attendant de perdre connaissance, j'ai rejoué cette promesse encore et encore. Je me suis demandé quand exactement elle avait été remplacée par l'emploi du temps de Lydia. Je me suis demandé quand ma douleur était devenue moins importante que les saveurs de gâteau et les échantillons de tissu. Je me suis demandé combien de fois cela s'était produit auparavant sans que je ne le remarque. La dernière chose dont je me souviens avant que tout ne devienne noir, c'est le bip d'un moniteur et la sensation d'une infirmière qui me serrait la main. Elle m'a dit qu'elle serait là à mon réveil. Elle a tenu parole. Ma famille non. Quand j'ai rouvert les yeux, des heures plus tard, la pièce était silencieuse. L'intervention s'était bien passée, a dit l'infirmière. Ils avaient placé un stent pour soulager le blocage et commencé des antibiotiques pour combattre l'infection. J'étais groggy et douloureuse, la bouche sèche, le corps lourd. J'ai tourné la tête, m'attendant à voir quelqu'un assis sur la chaise près du lit. La chaise était vide. L'infirmière a remarqué que je regardais autour de moi et m'a demandé doucement si ma famille était sortie. Je lui ai dit qu'ils avaient des choses importantes à faire. Elle n'a pas discuté, mais son expression s'est adoucie d'une manière qui m'a fait mal à la poitrine. Elle a ajusté ma perfusion et m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose d'autre. Ce dont j'avais besoin n'était pas quelque chose qu'elle pouvait me donner. Quand elle est partie, j'ai attrapé mon téléphone avec des doigts mal assurés. Je savais déjà ce que j'allais voir, et d'une manière ou d'une autre, ça faisait toujours mal. La conversation de groupe de la famille était active. Lydia avait envoyé des photos de son essayage de robe, souriant en satin blanc, les cheveux parfaitement coiffés. Elle parlait de la magie de tout cela, de son excitation. Ma mère a répondu avec des cœurs et lui a dit de se concentrer sur son grand jour. Il n'y avait aucune mention de moi au-delà d'une vérification décontractée des heures plus tard, demandant comment j'allais, suivi d'un emoji qui rit. J'ai fixé l'écran pendant longtemps. Puis j'ai ouvert les réseaux sociaux et j'ai vu l'histoire de Lydia publiée à peu près au moment où on m'emmenait en chirurgie. Elle se tenait dans une boulangerie, riant, tenant une petite fourchette avec un morceau de gâteau dessus. L'horodatage m'a retourné l'estomac. C'est à ce moment-là que j'ai tout compris. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une mauvaise communication. C'était un choix. J'ai verrouillé mon téléphone et je l'ai posé face contre le plateau. Mes mains tremblaient maintenant, non pas de douleur, mais de quelque chose de plus froid. Je me suis senti stupide pour toutes les fois où je m'étais dit que ma famille m'aimait à sa manière. Je me suis senti en colère contre moi-même d'avoir accepté si peu et de l'avoir appelé force. Et quelque part sous tout cela, j'ai senti autre chose commencer à se former. Une résolution silencieuse. Le sentiment que ce moment comptait, et que ce qui allait suivre changerait tout. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Je savais seulement que je n'oublierais jamais le son de la voix de ma sœur disant que j'irais bien en s'éloignant de mon lit d'hôpital. Et je savais, avec une clarté qui m'a surprise, que j'en avais fini de faire semblant que ça ne faisait pas mal. C'est le jour où ma sœur a décidé que j'étais facultative. Et c'est le jour où j'ai commencé à décider de ce que je n'accepterais plus. Je me suis réveillé au bip régulier d'un moniteur et au faible murmure de voix quelque part dans le couloir. Pendant quelques secondes, je ne savais pas où j'étais. Mon corps me semblait lourd, comme si j'étais pressé contre le matelas par quelque chose d'invisible. J'avais la bouche sèche, la gorge irritée, et une douleur profonde dans le côté qui me lançait à chaque respiration. Quand j'ai essayé de bouger, la douleur a fleuri et m'a ramené à l'immobilité. La salle de réveil était sombre, éclairée par des lumières douces au plafond destinées à calmer les patients. Des rideaux pâles séparaient les lits, mais le mien était complètement fermé. J'ai tourné lentement la tête,
scrutant la pièce, m'attendant à voir quelqu'un assis sur la chaise à côté de moi. Maman avec son sac à main sur les genoux. Papa penché en arrière, les bras croisés, faisant semblant de ne pas s'inquiéter. Même Lydia, faisant défiler son téléphone, impatiente mais présente. La chaise était vide. L'espace à côté de mon lit semblait plus large qu'il n'aurait dû. Une infirmière a remarqué mes yeux ouverts et s'est approchée, souriant doucement. Elle m'a demandé comment je me sentais et m'a dit que l'intervention s'était bien passée. Elle a expliqué que le blocage avait été levé et qu'ils avaient commencé des antibiotiques pour contrôler l'infection. J'ai hoché la tête, essayant de me concentrer sur ses paroles. Quand elle a terminé, elle a jeté un coup d'œil autour de la pièce et a demandé si ma famille était sortie. Je lui ai dit qu'ils avaient quelque chose d'important à régler. Les mots sont sortis facilement, comme si je les avais dit 100 fois auparavant. Elle a fait une pause un instant, puis a hoché la tête et a ajusté ma perfusion. Elle ne m'a pas contredite. Elle n'en avait pas besoin. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui me disait qu'elle comprenait plus que ce que j'avais dit. Elle m'a offert une gorgée d'eau et m'a rappelé de respirer lentement. Puis elle est partie, ses pas s'estompant dans le couloir. Le rideau est retombé en place, et j'étais de nouveau seul. Je suis resté allongé là, écoutant les bruits de l'unité. Le grincement lointain de chaussures sur le linoléum. Le cliquetis d'un chariot. Une toux de quelque part derrière un autre rideau. C'étaient des sons familiers pour moi. J'avais travaillé dans des hôpitaux pendant des années. Je connaissais le rythme des salles de réveil. J'avais réconforté d'innombrables patients dans des lits comme le mien. Je leur avais serré la main et leur avais dit qu'ils n'étaient pas seuls. J'y croyais quand je le disais. Maintenant, en fixant la chaise vide, j'ai réalisé à quel point c'était différent d'être de ce côté du lit. Après quelques minutes, j'ai attrapé mon téléphone. Ma main a tremblé en le prenant, et j'ai dû la stabiliser contre la couverture. Je me suis dit que je vérifiais juste l'heure. Je me suis dit que je m'assurais juste que personne n'avait essayé de me joindre. Je savais déjà ce que j'allais voir. L'écran s'est allumé avec des notifications. Des messages empilés les uns sur les autres dans le chat de groupe familial. Je l'ai ouvert et j'ai fait défiler lentement, mon pouce bougeant presque tout seul. Lydia avait envoyé une photo de son essayage de robe. Elle se tenait sur une petite estrade, un tissu blanc drapé parfaitement autour d'elle, souriant largement à l'appareil photo. Ses cheveux étaient attachés en arrière, son maquillage impeccable. Elle a écrit à quel point c'était surréaliste, comment tout se mettait enfin en place. Quelques minutes plus tard, un autre message. Elle était en route pour une dégustation de gâteaux et avait hâte d'essayer l'option chocolat que tout le monde avait recommandée. Maman a répondu avec des émojis en forme de cœur et lui a dit de se concentrer sur son grand jour. Elle a dit que tout serait parfait. Papa a réagi avec un pouce levé. J'ai continué à faire défiler. D'autres mises à jour de Lydia. Elle a parlé de délais, de rendez-vous et de l'après-midi chargé qui s'annonçait. Puis, des heures plus tard, un court message demandant comment j'allais, suivi d'un visage qui rit, comme si mon opération était une pensée secondaire intercalée entre les essayages et les saveurs. Ma poitrine s'est serrée en lisant. J'ai ressenti une étrange combinaison d'engourdissement et de clarté. Ce n'était pas le chaos ou la confusion. C'était une organisation. C'était une priorité. J'ai fermé le chat et j'ai ouvert les réseaux sociaux. Je ne voulais pas, mais je l'ai fait quand même. Lydia avait posté une story plus tôt cet après-midi. L'image s'est chargée lentement, puis a rempli l'écran. Elle se tenait dans une boulangerie lumineuse, tenant une petite fourchette avec un morceau de gâteau dessus, riant avec quelqu'un juste hors du cadre. L'horodatage se trouvait tranquillement en bas de l'écran. J'ai vérifié l'heure. C'est à ce moment-là qu'on m'avait emmené en salle d'intervention. C'est à ce moment-là que l'anesthésiste m'avait dit de compter à rebours. C'est à ce moment-là que ma famille avait déjà décidé d'être ailleurs. Quelque chose a changé en moi alors. C'était subtil, pas explosif. Il n'y a pas eu de vague soudaine de larmes ou de colère. Au lieu de cela, une compréhension calme s'est installée, lourde et indubitable. Ce n'était pas une erreur. Personne ne m'avait oublié. Personne n'avait été retardé par le trafic ou une mauvaise communication. Ils avaient fait un choix. Lydia l'avait fait, et mes parents l'avaient suivi. J'ai verrouillé mon téléphone et je l'ai reposé sur le plateau. Mes mains étaient stables maintenant. Les tremblements avaient cessé. Pendant longtemps, je suis resté allongé là et j'ai fixé le plafond.
J'ai pensé à la fréquence à laquelle j'avais trouvé des excuses pour ma famille. Combien de fois je m'étais dit qu'ils faisaient de leur mieux. Combien de fois j'avais porté l'étiquette d'être forte comme une armure, fier du fait que je n'avais pas besoin de grand-chose de personne. Être forte a toujours signifié être silencieuse. Cela signifiait ne pas demander d'aide. Cela signifiait comprendre quand les autres passaient en premier. J'avais appris cette leçon très tôt, et je l'avais emportée avec moi à l'âge adulte, dans ma carrière, dans toutes mes relations. Je pensais que cela me rendait résiliente. Je n'avais pas réalisé à quel point cela me rendait pratique. Une autre infirmière est entrée pour vérifier mes signes vitaux. Elle m'a demandé si j'avais mal et a ajusté mes médicaments quand j'ai dit oui. Elle m'a de nouveau demandé s'il y avait quelqu'un qu'elle pouvait appeler pour moi. J'ai secoué la tête. C'était plus facile que d'expliquer. Quand elle est partie, la pièce m'a semblé encore plus silencieuse. Je me suis demandé à quoi cela ressemblerait de l'extérieur. Une femme d'une trentaine d'années, seule dans un lit de réveil, le téléphone face contre terre, pas de fleurs, pas de veste drapée sur la chaise. Je me suis demandé si quelqu'un qui passait par là le remarquait. Je me suis demandé s'il supposait que je n'avais personne, ou s'il supposait que je ne voulais personne là-bas. La vérité était plus dure. J'avais des gens. Ils avaient juste décidé que je n'étais pas assez importante pour rester. Au fil de l'après-midi, mon téléphone a sonné quelques fois de plus. Je ne l'ai pas décroché. Je savais que ce serait plus de la même chose. Plus de mise à jour sur les robes, les gâteaux et les projets. Plus de réconfort que tout allait bien. Je n'avais pas l'énergie de le lire, et je n'avais pas les mots pour répondre. Au lieu de cela, je me suis concentré sur les sensations physiques de mon corps. La douleur dans mon côté. La sécheresse dans ma bouche. Le poids de la couverture. Cela m'a ancré dans le présent, a empêché mes pensées de s'emballer trop loin. Je me suis rappelé que j'étais en sécurité. Que l'intervention était terminée. Que je guérirais. Ce que je ne me suis pas rappelé, ce que je ne pouvais pas encore dire à voix haute, c'est que quelque chose d'autre avait été blessé dans cette pièce, quelque chose qui ne serait pas réparé avec des antibiotiques ou du repos. À l'approche du soir, un médecin est passé pour expliquer les prochaines étapes. Il m'a dit que je resterais probablement la nuit en observation. Il a parlé avec gentillesse et a répondu à mes questions. Quand il m'a demandé si j'avais du soutien à la maison, j'ai hésité avant de dire oui. Le mot semblait fragile, comme s'il pouvait se briser si j'appuyais trop fort dessus. Après son départ, j'ai finalement repris mon téléphone. J'ai ouvert le chat familial et j'ai tapé une réponse. Mes doigts ont plané sur l'écran un long moment. Je pouvais leur dire que j'étais réveillé. Je pouvais leur dire que l'intervention était terminée. Je pouvais leur dire que j'aurais aimé qu'ils restent. J'ai effacé le message sans l'envoyer. Pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas précipité pour arranger les choses. Je n'ai rassuré personne. Je ne me suis pas faite plus petite pour maintenir la paix. J'ai laissé le silence s'installer là où mes mots allaient habituellement. Derrière mon rideau, l'unité continuait, indifférente à mes pensées. Les infirmières riaient doucement au bureau. Une sonnette d'appel a retenti. La vie avançait. À l'intérieur, j'ai senti les contours d'une nouvelle compréhension prendre forme. Je ne savais pas encore ce que cela signifiait ni où cela mènerait. Je savais seulement que quelque chose avait changé, et que faire semblant du contraire ne ferait que me blesser davantage. J'ai de nouveau retourné mon téléphone et j'ai fermé les yeux, laissant la pièce s'estomper légèrement. Il y aurait du temps pour réfléchir à la suite. Pour l'instant, il suffisait de reconnaître la vérité que j'avais vue clairement pour la première fois. Je m'étais réveillé seul. Et ça, je commençais à le réaliser, n'était pas le pire. Le pire, c'était à quel point le sentiment était familier, comme enfiler un manteau que j'avais porté toute ma vie sans jamais remarquer à quel point il était lourd. La pièce était de nouveau silencieuse, ce silence étrange d'hôpital où chaque son semble amplifié. Un moniteur bipait à un rythme régulier. Des chariots roulaient quelque part dans le couloir. Des voix flottaient faiblement derrière les rideaux. J'ai regardé la fenêtre alors que la couleur du ciel changeait, la lumière de fin d'après-midi s'adoucissant en quelque chose de pâle et de sourd. J'avais l'impression que le temps passait sans moi. Je suis resté immobile et j'ai laissé mes pensées remonter. Pas en ligne droite, mais par fragments. Des souvenirs remontant comme de petites vagues, chacun portant quelque chose que j'avais ignoré, rejeté ou adouci pendant des années. Le premier était ma remise de diplôme de fin d'études secondaires.
Je me souvenais de la sensation de la toque qui me serrait le front et de la chaleur collante du début de juin en Ohio. J'étais excitée, nerveuse, pleine d'espoir. J'ai regardé mes camarades de classe poser pour des photos avec des parents arrivés tôt, tenant des bouquets ou des pancartes avec leur nom. Je n'arrêtais pas de jeter un coup d'œil à l'entrée, attendant ma famille. Ils sont entrés juste au moment où ma rangée se levait pour se diriger vers la scène. Maman a souri comme si de rien n'était. Papa m'a tapoté l'épaule. Lydia a dit qu'elle avait un rendez-vous ce matin-là et que la circulation était un cauchemar. Je leur ai dit de ne pas s'inquiéter. Je me suis dit qu'ils avaient fait de leur mieux. Puis est venue ma remise de diplôme de l'école d'infirmière des années plus tard. Une autre cérémonie. Une autre mère de toque et de toge. Une autre arrivée tardive. Lydia avait renversé quelque chose sur sa robe et avait eu besoin de l'aide de maman pour la remplacer avant la cérémonie. Papa a dit qu'il ne voulait pas venir sans maman et Lydia. J'ai traversé la scène seule pendant que mes camarades de classe saluaient leur famille et envoyaient des baisers. J'ai vu mes parents se glisser dans leur siège vers la toute fin. Après, maman m'a serré dans ses bras et a dit qu'elle savait que ça ne me dérangeait pas parce que j'avais toujours été forte. Ce mot encore. Forte. Je me suis légèrement déplacée, prudente de la douleur dans mon côté. La perfusion a tiré doucement contre mon bras. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai tapoté l'écran, regardant le chat de groupe familial s'ouvrir comme une fenêtre sur le passé. J'ai fait défiler lentement cette fois, non pas à la recherche de nouveaux messages, mais de vieux schémas. C'était là. Se répétant comme un refrain dans une chanson que je n'avais jamais réalisé que j'écoutais. Elle ira bien. Elle s'en sort toujours. Elle est forte. Il y avait des centaines de petits exemples. Des jours où j'étais malade et où je demandais à quelqu'un de faire les courses. Maman m'a dit que je me reposais mieux quand j'étais seule. Lydia a dit qu'elle était épuisée par sa propre charge de travail. Papa a envoyé un emoji pouce levé, la version numérique du silence. Quand je me suis foulé le poignet en soulevant un patient lors d'une de mes missions, j'ai appelé à la maison parce que la douleur me faisait peur. Je pensais que j'aurais peut-être besoin d'aide pendant quelques jours. Lydia a envoyé un texto disant qu'elle aimerait pouvoir venir mais qu'elle avait des projets avec ses amis. Maman a dit que je savais comment gérer les blessures puisque j'étais dans le domaine de la santé. Papa n'a rien dit du tout. J'ai fait défiler plus loin. Quand Lydia a rompu avec un petit ami dans la vingtaine, la famille a tout réorganisé pour l'aider. Mes parents se sont rendus à son appartement le soir même. Papa a réparé une porte de placard qui était lâche depuis des mois. Maman lui a préparé ses repas pour la semaine. Je suis allé la voir après un service de 12 heures pour lui tenir compagnie. Lydia a pleuré sur mon épaule et a murmuré qu'elle ne savait pas comment être seule. Personne ne m'a jamais demandé si je savais comment. Plus je lisais, plus les souvenirs s'aiguisaient. Aucun de ces moments n'avait semblé dramatique quand ils se sont produits. Ils avaient été petits, gérables. Faciles à excuser. Je me suis dit que ce n'était pas grave. Je me suis dit que tout le monde était occupé. Je me suis dit que Lydia avait besoin de plus de soutien, que maman s'inquiétait plus pour elle parce qu'elle était la fille aînée ou parce qu'elle était sensible. Mais ici, dans ce lit, fraîchement sorti d'une intervention d'urgence sans personne à côté de moi, ces excuses semblaient minces. J'ai cliqué hors des messages et j'ai ouvert mes photos. Des photos d'anciennes vacances montraient Lydia au centre, mes parents près d'elle, moi sur le côté. Non pas parce que quelqu'un m'y avait forcé, mais parce que j'avais appris instinctivement à prendre l'espace que personne d'autre ne voulait. Anniversaire, Thanksgiving, vacances. L'histoire était toujours la même. Lydia sous les feux de la rampe, moi dans les coulisses. J'ai fermé les photos et j'ai laissé le téléphone reposer sur mon ventre un instant. Mon cœur me faisait mal d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'infection. J'avais passé des années à me dire que cette dynamique était inoffensive. Qu'être la personne fiable était quelque chose dont il fallait être fier. Que c'était un compliment. Que avoir besoin de moi me rendait plus facile à aimer. Mais la force sans soutien n'est pas de la force. C'est de la survie déguisée en vertu. Le rideau a bruissé, et une infirmière est entrée dans la pièce. Elle a vérifié mes signes vitaux, m'a demandé si j'avais la nausée et m'a rappelé de garder l'eau à portée de main. Elle m'a de nouveau demandé s'il y avait quelqu'un qu'elle devait appeler. Son ton était gentil mais prudent, comme si elle essayait de ne pas trop insister. J'ai secoué la tête avec un sourire exercé. Elle a hoché la tête, ses yeux s'adoucissant avec quelque chose comme de la compréhension, et est partie.
Dès qu'elle est partie, mon sourire a disparu. J'ai repris le téléphone et j'ai rouvert le chat de groupe. J'ai étudié la formulation de chaque message, le ton, le rythme de la façon dont ma famille parlait de moi. Tout était là, caché à la vue de tous. Chaque fois que j'avais été ignoré, c'est parce qu'ils pensaient que je pouvais m'en sortir. Chaque fois que Lydia avait besoin de quelque chose, il répondait immédiatement parce qu'il croyait qu'elle ne le pouvait pas. J'étais fiable, donc j'étais dépriorisé. Elle était fragile, donc elle était chérie. La prise de conscience a été silencieuse, mais elle a frappé plus profondément que la colère. C'était clair. Le genre qui ne brûle pas, mais qui glace. J'ai ouvert mon application de notes. Mes doigts ont plané au-dessus du clavier avant que je ne commence enfin à taper. Remise de diplôme. Événement manqué. Grippe. Blessure au dos. Garde de nuit. Rupture. Dîner de famille. Vacances. L'urgence de ce soir. J'ai tout listé sans ajouter d'émotion. Juste des faits. Des dates. Des heures. Ce qui a été dit. Ce qui a été fait. Ce qui n'a pas été fait. C'était comme construire la chronologie d'une histoire que j'avais mal racontée. À un moment donné, j'ai fait une pause, fixant une seule ligne que j'avais tapée sans réfléchir. Lydia a dit à maman que je comprendrais. Ils disent toujours que je comprendrai. J'ai fermé les yeux. Je me suis souvenu de toutes les fois où on m'avait donné ce rôle. Celle qui comprend. La facile. La stable. J'avais porté ces qualités comme des badges, croyant qu'elles reflétaient la dignité et la maturité. Je n'avais pas réalisé qu'elles donnaient aussi à ma famille la permission de me négliger. J'ai fait défiler le chat en arrière, m'arrêtant sur un message de papa envoyé pendant des vacances il y a des années. Lydia avait annulé ses projets à la dernière minute et mes parents avaient paniqué. Papa a écrit que Lydia était dépassée et qu'il devait être là pour elle. Quand j'avais proposé mon aide, papa avait répondu par un court « Elle ira bien ». C'est tout. 3 petits mots. Mais ils avaient façonné ma place à ce moment-là, et dans d'innombrables autres. Maintenant, allongé dans une chambre d'hôpital sombre avec la douleur de l'infection qui me lançait dans le côté, j'ai enfin compris ce que ces mots signifiaient vraiment. Elle n'a pas besoin de nous. Elle peut passer en dernier. Ma poitrine s'est serrée. J'ai pensé au nombre de fois où j'avais minimisé mes propres besoins pour maintenir la paix. Combien de fois j'étais restée silencieuse pour leur faciliter les choses. Combien de fois j'avais cru que j'avais de la chance d'être forte. J'ai de nouveau levé mon téléphone et j'ai ajouté une dernière ligne à la note. Ne les laissez pas réécrire ça plus tard. Parce que je savais exactement comment ça se passerait une fois que je les reverrais. Lydia dirait qu'elle n'avait pas réalisé à quel point c'était grave. Maman insisterait sur le fait qu'elle pensait que je préférais être seule. Papa dirait qu'il était resté silencieux parce qu'il ne voulait pas aggraver les choses. Et moi, par habitude, je serais tenté d'accepter leur version. Pour arranger les choses. Pour être compréhensive. Mais pour la première fois de ma vie, je ne me faisais pas confiance pour me souvenir de cette douleur avec précision à moins de l'enregistrer. Je savais avec quelle facilité je me pliais en 4 pour justifier leur décision. À quelle vitesse je me persuadais de ne pas me sentir blessé. Ma propre histoire m'avait appris à minimiser mes besoins. Pas cette fois. J'ai enregistré la note. Ce n'était pas un plan. Ce n'était pas de la vengeance. C'était simplement la vérité, capturée avant que je ne puisse me persuader du contraire. À l'extérieur de la fenêtre, les lumières du couloir se sont tamisées alors que le soir s'installait plus profondément dans le bâtiment. Le bruit d'un chariot roulant s'est approché, puis est passé. Quelque part, un téléphone a sonné au poste des infirmières. À l'intérieur, quelque chose s'est stabilisé en moi. Un changement silencieux, subtil mais irréversible. Je ne savais pas encore ce que je ferais de cette nouvelle clarté. Je savais seulement que l'histoire de qui j'étais dans ma famille s'était fissurée. Et une fois que quelque chose se fissure, il peut prendre une nouvelle forme. J'ai posé le téléphone face contre terre à côté de moi et j'ai fermé les yeux, laissant ma respiration tomber dans un rythme lent. La douleur était toujours là, mais elle semblait plus propre en quelque sorte, moins enchevêtrée. C'était la mienne. Et j'en avais fini de faire semblant que c'était autre chose. Demain apporterait plus de questions. Plus de décisions. Plus de vérités que je devrais affronter. Mais pour l'instant,
j'ai laissé la pièce s'installer autour de moi, silencieuse et sombre, et je me suis permis de m'asseoir dans la prise de conscience inconfortable mais honnête qui s'était déroulée pièce par pièce. Le schéma que j'avais passé des années à excuser était enfin visible. Et je ne pourrais jamais l'oublier maintenant. J'ai posé le téléphone face contre terre à côté de moi et j'ai fermé les yeux, laissant ma respiration tomber dans un rythme lent. La douleur était toujours là, mais elle semblait plus propre en quelque sorte, moins enchevêtrée. C'était la mienne. Et j'en avais fini de faire semblant que c'était autre chose. Le lendemain matin est arrivé tôt, avec la lumière du soleil qui se frayait un chemin à travers les stores et un technicien qui me réveillait doucement pour les analyses. La routine de l'hôpital s'est installée autour de moi. Prise des signes vitaux. Médicaments. Le bruit feutré du service du matin. En milieu de matinée, j'ai été autorisé à rentrer chez moi, bien que le médecin m'ait rappelé de me reposer plusieurs jours et de revenir immédiatement si la douleur s'aggravait. J'ai acquiescé à tout cela, reconnaissante d'une manière pratique d'être libéré, mais aussi troublé. Partir signifiait réintégrer ma vie. La même vie qui me semblait maintenant différente parce que je la voyais enfin clairement. Un covoiturage m'a ramené à mon appartement à Columbus. L'air extérieur était froid, assez vif pour que je puisse voir ma buée alors que je descendais du trottoir. Mon petit appartement me semblait inconnu lorsque j'ai ouvert la porte. C'était peut-être simplement le contraste avec l'hôpital, ou peut-être parce que ma compréhension de ce que cet espace représentait avait changé. J'étais habitué à rentrer seul à la maison, mais je ne l'avais jamais ressenti aussi vivement que ce matin-là. Je me suis reposé pendant 2 jours, me déplaçant lentement, buvant de l'eau, répondant à quelques messages professionnels de collègues qui prenaient de mes nouvelles. J'ai ignoré tous les textos de la famille. Le silence de ma part ne les a pas dissuadés. Lydia a envoyé des photos d'arrangements floraux et d'options de robes de demoiselle d'honneur. Maman a demandé si je me sentais mieux, puis a rapidement enchaîné avec d'autres mises à jour sur le mariage. Papa a envoyé un seul message sans ponctuation qui disait simplement « Remets-toi vite ». Je l'ai fixé plus longtemps que je n'aurais dû. Le 3e jour, la fièvre de la cabine s'était installée et la partie familière de moi qui avait besoin de structure m'a ramené vers le travail. Je n'étais pas de service avant une autre semaine, mais je voulais passer aux urgences. C'était en partie par curiosité et en partie par réconfort. Les urgences avaient toujours été un endroit où ma force était respectée plutôt que tenue pour acquise. Où les gens s'appuyaient sur moi parce qu'ils avaient besoin de moi, pas parce que c'était pratique de m'ignorer. Les urgences de Riverside étaient bondées quand je suis entré. Les alarmes sonnaient. Les infirmières se déplaçaient avec détermination. Une équipe de ambulanciers déchargeait un patient par les portes de la baie. L'odeur d'antiseptique et d'adrénaline se mélangeait d'une manière que j'avais toujours trouvée étrangement rassurante. Jonah Miller m'a repéré le premier. Il était penché sur un poste de travail, tapant dans un dossier, ses cheveux noirs attachés en arrière, une tasse de café en équilibre précaire à côté de lui. Quand il m'a vu, il s'est redressé et a poussé un soupir. « Tu es censé te reposer. » Sa voix contenait juste assez de taquinerie pour adoucir l'inquiétude sous-jacente. J'ai levé les mains. Je ne suis pas là pour travailler. J'avais juste besoin de bouger. Fièvre de la cabine. Il a étudié mon visage, puis a hoché la tête. Comment va la douleur? Gérable. Je me suis approché du bureau. Comment se passe le service? Jonah a grimacé et a fait un geste vers la chambre 8. Tu as choisi un matin intéressant. Nous avons un monsieur âgé avec déshydratation et confusion. Sa fille l'a amené, puis est partie 5 minutes plus tard parce qu'elle avait une réservation pour un brunch. J'ai brièvement fermé les yeux. Cette douleur familière est revenue, pas physique cette fois. J'ai demandé doucement, a-t-elle dit quand elle reviendrait? Jonah a reniflé. Elle a dit, appelez-moi si c'est grave. Ses sourcils se sont levés. Il a 82 ans. Il vit seul. À quel point doit-elle être plus grave? J'ai avalé et j'ai hoché la tête. Ce n'était pas inhabituel. Les familles supposaient que les hôpitaux pouvaient remplacer la présence. Elles supposaient que les infirmières combleraient les lacunes. Nous le faisions souvent, mais les lacunes faisaient toujours mal. Jonah s'est appuyé contre le comptoir. Tu vas bien. Pour de vrai. J'ai hésité. Il était mon collègue depuis des années. Il m'avait vu pleurer une fois, quand un enfant en arrêt cardiaque n'avait pas survécu. Il connaissait la différence entre la distraction et l'honnêteté.
J'ai finalement dit, ma sœur a quitté l'hôpital avant mon intervention. Elle avait des trucs pour le mariage. J'ai gardé un ton neutre, presque clinique, comme si je posais un diagnostic plutôt qu'une vérité personnelle. Jonah m'a fixé un long moment. Sa mâchoire s'est contractée. Il a dit doucement, tu méritais mieux. Les mots ont frappé plus fort qu'ils n'auraient dû. J'ai hoché la tête une fois et j'ai changé de sujet parce que le poids de la conversation rendait quelque chose en moi instable. Avant de partir, j'ai vérifié le monsieur âgé dans la chambre 8. Je me suis tenu près de son lit, j'ai ajusté sa couverture et j'ai parlé doucement jusqu'à ce que sa respiration se calme. Sa fille n'est pas revenue pendant mon séjour. Ce n'était pas ma famille, pas mon histoire, mais le parallèle était trop net pour être ignoré. Au moment de rentrer à la maison, un nouveau message de Lydia attendait sur mon téléphone. Salut. Question super rapide. Est-ce que je peux entreposer quelques trucs de mariage dans ta chambre d'amis? Seulement temporairement. Tu voyages tellement, tu ne le remarqueras probablement même pas, mon cœur s'est serré. Le timing était presque comique, s'il n'avait pas été si familier. Je me suis assise sur le canapé et j'ai relu le message. Elle n'a pas demandé comment je me sentais. Elle n'a pas demandé comment se passait ma convalescence. Elle voulait de l'espace. Mon espace. Parce que c'était pratique. Et apparemment vide. J'ai tapé une réponse, j'ai fait une pause, je l'ai effacée. J'ai réessayé et je l'ai gardée courte. Quel truc. Elle a répondu instantanément. Juste des décorations, des faveurs, peut-être quelques robes. Rien de grand. La maison d'Andrew est trop pleine et maman et papa ont des invités la semaine prochaine. Tu sais à quel point la saison des mariages est folle. Et je pense que tu as encore une clé de rechange quelque part. Sinon, je peux faire une autre copie. La pièce m'a soudain semblé plus petite. Je suis restée assise, le téléphone à la main, respirant lentement. J'ai pensé au lit de réveil. La chaise vide. Les visages souriants dans le chat familial. Et maintenant ça, comme si de rien n'était. J'ai répondu. Je serai à la maison. Ne viens pas tant que je ne te le dis pas, elle a envoyé un emoji pouce levé. L'après-midi suivant, je suis entré dans mon appartement et je me suis figé. Des boîtes étaient empilées dans le couloir. De grands bacs en plastique remplissaient la chambre d'amis. Un portant à roulettes avec des robes était appuyé contre le mur. Mon espace soigneusement agencé était encombré de rubans pastels, de centres de table emballés dans du papier de soie et de housses de vêtements avec les noms des demoiselles d'honneur écrits au marqueur. Lydia se tenait au milieu de la pièce, tenant un presse-papier, se parlant à elle-même en cochant des articles sur une liste. Elle a sursauté en me voyant. Oh. Salut. Tu es en avance. Elle a souri comme si de rien n'était. Tu aimes? Je sais que ça a l'air de beaucoup, mais je te jure que c'est seulement pour quelques jours. Je me suis dit que ça ne te dérangerait pas puisque tu voyages souvent. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte, une vague d'incrédulité m'envahissant. Tu t'es laissé entrer? Lydia a cligné des yeux. Tu as laissé une clé chez maman et papa il y a un moment pour les urgences. Tu te souviens. Et je me suis dit que puisque tu étais à l'hôpital, tu ne serais pas à la maison avant un moment. J'ai avalé difficilement. J'ai senti la douleur dans mon côté pulser. Ma voix était plate. Tu as mis ton rangement de mariage dans ma maison sans demander. Elle a fait un geste de la main. Mia, allez. Tu te prends la tête. Tu es toujours si indépendante. Tu n'as pas besoin de l'espace. Je suis noyé sous les préparatifs et tu sais à quel point ce mariage est important. Je savais que tu comprendrais. C'était encore là. La phrase sur laquelle elle comptait chaque fois qu'elle voulait quelque chose. Je savais que tu comprendrais. Une colère silencieuse est montée, lente et régulière. Elle n'était pas explosive. C'était le genre qui s'était accumulé pendant des années sans voix. Je suis entré complètement dans la pièce. Tu dois sortir tes affaires. Lydia a de nouveau cligné des yeux, cette fois confuse. Quoi? Pourquoi? Je pensais que tu me soutiendrais. Tu le fais toujours. Et je suis stressé, Mia. Vraiment stressé. Ce mariage est une affaire énorme pour toute notre famille. J'ai croisé les bras, plus pour m'ancrer que pour paraître ferme. Tu as une semaine pour tout enlever. Et je veux ma clé.
Sa bouche est tombée ouverte. Tu es sérieuse? Tu sais que je gère 1 million de choses. Tu sais que je n'ai de place nulle part ailleurs. Maman a dit que tu m'aiderais. Elle a dit que tu ne ferais pas d'histoire. La piqûre familière a frappé ma poitrine. Maman a dit. La voix de Lydia s'est aiguisée. Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça en ce moment. Après tout ce que je gère. Après tout ce que ce mariage signifie. Je pensais que toi, de toutes les personnes, tu ne rendrais pas les choses plus difficiles. J'ai gardé ma voix calme. Lydia, je viens d'avoir une intervention d'urgence. Je suis rentré à la maison pour trouver mon appartement plein de tes affaires. Tu n'as pas demandé. Tu as supposé. Et je pose une limite. 1 semaine. Elle m'a regardé comme si elle voyait quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas. Tu es dramatique. Une fois, ce mot m'aurait fait taire. Je me serais excusé, j'aurais arrangé les choses, je me serais convaincu que je surréagissais. Plus maintenant. J'ai pris une lente inspiration. 1 semaine. Et la clé. Le silence s'est étiré. Lydia a finalement expiré brusquement, a attrapé son sac à main et a marmonné qu'elle me parlerait plus tard quand je réfléchirais clairement. Elle m'a frôlé, tirant la porte fort derrière elle. Quand la pièce est finalement devenue silencieuse, j'ai regardé les piles de boîtes dans la chambre d'amis. Le désordre semblait symbolique. La preuve physique de chaque fois où mon espace, mes besoins, mes sentiments avaient été la dernière considération. Je me suis reculé, j'ai fermé la porte et j'ai laissé ma main reposer sur la poignée un instant. Quelque chose de stable s'est formé en moi. La faible esquisse d'une limite. La première que j'ai jamais placée entre Lydia et moi. Pas un mur, mais une ligne. Une ligne que j'étais enfin prête à tenir. Je ne savais pas encore ce que les jours à venir apporteraient ni comment ma famille réagirait. Mais alors que je retournais dans le salon, encore douloureuse, encore en convalescence, j'ai senti quelque chose changer d'une manière que je ne pouvais ignorer. J'avais demandé ma clé. Et pour la première fois, je ne m'étais pas excusé de vouloir quelque chose qui m'appartenait. Cette pensée est restée avec moi longtemps après que Lydia ait claqué la porte derrière elle. Je me suis tenu dans le silence de mon appartement, écoutant le faible bourdonnement du chauffage et le son lointain de quelqu'un qui descendait son chien dans le couloir. Les boîtes dans la chambre d'amis sont restées intactes, assises là comme un écho d'une vie d'attente dont je m'étais finalement éloigné. Je me suis laissé tomber sur le canapé avec précaution, consciente de la douleur persistante dans mon côté. Le médecin m'avait prévenu que la douleur résiduelle de l'intervention pour le calcul rénal pourrait durer plusieurs jours. Il n'avait pas mentionné à quel point il serait étrange de rentrer chez soi et de tout voir différemment. C'était comme si quelqu'un avait levé un voile de brouillard autour de moi et que les formes de ma vie étaient plus nettes qu'auparavant. Je n'arrêtais pas de penser à la voix de Lydia. Ce mélange familier de droit et de confiance. L'hypothèse que ma vie était toujours disponible pour s'adapter à la sienne. J'ai pensé à la façon dont elle avait dit que je rendais les choses difficiles. Pour elle. Au lendemain de son abandon dans un lit d'hôpital, terrifiée et seule, elle pensait que c'était moi qui compliquais sa vie. J'ai laissé échapper une lente inspiration, posant une main légèrement sur mon ventre comme pour m'ancrer. Au cours des jours suivants, je me suis reposé, vérifiant occasionnellement des messages du travail ou lisant des articles en ligne, tout pour occuper mon esprit. Ce qui m'a le plus surprise, c'est à quel point le chat de groupe familial était devenu silencieux. Lydia a envoyé un court message demandant si j'avais toujours l'intention de la laisser récupérer les décorations pendant le week-end, mais c'est tout. Maman m'a envoyé un lien vers une coiffure de mariage que Lydia essayait, sans mentionner comment je me sentais ou comment je guérissais. Papa a envoyé un autre court message qui disait « J'espère que tu vas mieux ». Le silence en disait plus que n'importe quelle longue excuse n'aurait jamais pu le faire. Le 4e matin après la confrontation avec Lydia, je me suis réveillé avant le lever du soleil. Le ciel extérieur commençait à peine à prendre une faible lueur bleue et le froid hivernal habituel montait par la vitre de la fenêtre. J'ai préparé une tasse de thé et je me suis installé près de la fenêtre, enveloppé dans une couverture. J'ai regardé la rue en contrebas où la neige de la nuit précédente saupoudrait encore les trottoirs, brillant sous la douce lumière matinale. Quelque chose de silencieux mais de stable s'est formé en moi, de la même manière que je me sentais avant de prendre une décision importante au travail. Le sentiment venait quand je savais ce qu'il fallait faire même si c'était difficile. J'ai attrapé mon téléphone. J'ai ouvert Facebook et j'ai fixé la fenêtre de publication vide. Mon cœur a commencé à battre plus fort, non pas de panique,
mais de résolution. Ce n'était pas impulsif. J'avais supporté la douleur assez longtemps pour comprendre qu'elle était réelle. Et j'en avais fini de me modeler autour du confort des autres. J'ai commencé à taper. Lentement au début, puis plus vite. J'ai écrit la date. L'heure exacte de mon arrivée aux urgences. Les symptômes qui m'y ont envoyé. Le diagnostic d'un calcul rénal obstructif compliqué par une infection. J'ai écrit les mots que le médecin avait prononcés, que la situation était urgente et nécessitait une intervention immédiate. J'ai écrit ce que j'ai entendu quand j'étais derrière le rideau. J'ai inclus la phrase que j'avais entendu Lydia dire de mes propres oreilles. Rentrons à la maison. Elle ira bien. Elle a une procédure. J'ai l'organisation d'un mariage. J'ai tapé que ma famille était partie avant que les formulaires de consentement ne soient signés. J'ai tapé que personne n'était resté, pas même pour le moment avant la sédation, pas même assez longtemps pour que l'infirmière demande qui était mon contact d'urgence. J'ai gardé chaque phrase factuelle. Pas d'embellissement, pas de colère. Juste la vérité exposée clairement et simplement. Puis j'ai joint une photo de mon bracelet d'hôpital prise le matin après l'intervention. La date et l'horodatage étaient visibles. J'ai également ajouté une capture d'écran de la story Instagram de Lydia, celle qu'elle avait postée depuis le rendez-vous de dégustation de gâteaux. L'horodatage coïncidait presque exactement avec le moment où l'infirmière me préparait pour la sédation. J'ai terminé le post avec une seule ligne factuelle. C'est le jour où ma famille a choisi ses priorités. Et maintenant, je choisis les miennes. J'ai relu le post plusieurs fois. Mes mains étaient légèrement froides, mais ma respiration était régulière. J'ai changé le paramètre de confidentialité en « public ». Je n'ai identifié personne. Je ne l'ai pas caché non plus. J'ai appuyé sur le bouton « Programmer » au lieu de « Publier ». Une petite fenêtre s'est ouverte et a demandé la date et l'heure. J'ai sélectionné le matin du mariage de Lydia. Le jour exact qu'elle avait choisi comme le summum de ses priorités. Le jour où elle voulait que le monde la célèbre. Le jour où elle serait entourée de gens qui la croyaient attentionnée, aimante et généreuse. L'heure programmée a clignoté sur l'écran. 9h30 du matin. Je suis resté assise là un moment, à la regarder. Mon pouce a plané sur le bouton de confirmation. Non pas par hésitation, mais par le poids de ce que ce petit tapotement représentait. Pendant toute ma vie, j'étais restée silencieuse. J'avais excusé, adouci, protégé, réparé, porté. Et chaque fois, j'avais cru que le silence maintenait la paix. Mais le silence ne m'avait qu'effacé. J'ai de nouveau pensé à la chambre d'hôpital. La chaise vide. L'infirmière demandant qui restait. Ma famille s'éloignant sans plus de soucis que de cocher une course sur une liste. J'ai pensé aux patients de la chambre 8 dont la fille l'a laissée aux urgences parce qu'elle avait un brunch. J'ai pensé à la voix de Lydia, désinvolte et assurée, disant à mes parents que je comprendrais. J'ai trop bien compris. J'ai appuyé sur « Confirmer ». Une légère vibration a accusé réception du poste programmé. Puis j'ai complètement éteint mon téléphone. L'écran est devenu noir, reflétant mon propre visage. Calme. Stable. Pas triomphante, juste résolue. J'ai posé le téléphone et j'ai tiré la couverture sur mes épaules. Dehors, le soleil s'est lentement levé au-dessus de l'horizon, transformant la neige en une nappe de blanc éclatant. Les voitures ont commencé à circuler dans la rue, leurs pneus crissant doucement. Le chien d'un voisin a aboyé une fois et s'est de nouveau tu. Le monde se réveillait, mais à l'intérieur de mon appartement, tout semblait immobile. J'ai alors réalisé que je ne faisais pas cela pour punir Lydia. Je ne le faisais pas pour embarrasser qui que ce soit. Je le faisais parce que la vérité comptait. Et parce que dire la vérité avait toujours été quelque chose que j'évitais quand cela pouvait mettre quelqu'un mal à l'aise. Mais l'inconfort n'était pas de la cruauté. Le silence l'était. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai senti la lente libération de quelque chose de lourd que j'avais porté sans me poser de questions. J'ai pris une longue gorgée de mon thé, laissant la chaleur remplir ma poitrine. Le jour du mariage n'était que dans quelques jours. Je n'avais aucune idée de la façon dont le poste serait reçu ou de qui le verrait. Je ne savais même pas si ma famille s'en soucierait. Mais je savais une chose avec une certitude absolue. J'en avais fini d'être celle qui comprenait. J'ai enfin compris moi-même à la place. Et alors que j'étais assise près de la fenêtre, regardant la lumière se répandre régulièrement sur Columbus,
j'ai ressenti un sentiment de paix inconnu mais bienvenu s'installer en moi. Pas de retour en arrière maintenant. Juste la vérité qui attend son matin. La femme près de la fenêtre s'est agitée sur son siège alors que les agents de bord remontaient l'allée pour leur dernière vérification. J'ai gardé mon téléphone éteint, bien rangé au fond de mon sac, mes doigts reposant sur la fermeture éclair comme si le fait de la tenir fermée m'empêcherait de douter de moi-même. L'avion était chaud et immobile, presque suspendu, tandis qu'à l'extérieur, le matin de janvier à Columbus semblait pas les délaver. Je savais que quelque part dans la ville, les invités arrivaient déjà au vignoble que Lydia avait choisi des mois plus tôt. Je savais aussi qu'à 9h30 du matin, mon poste était devenu public. L'avion a reculé de la porte d'embarquement. Les moteurs ont vrombit plus fort, une vibration familière parcourant mes pieds. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé le son s'installer en moi. C'était étrange de me sentir si calme maintenant que le moment ne pouvait plus être défait. Je n'avais rien saboté. Je n'avais pas menti. J'avais seulement cessé de porter un poids qui ne m'avait jamais appartenu. Les roues ont quitté la piste, et la pression du décollage s'est exercée doucement contre ma poitrine. En quelques minutes, Columbus a disparu dans les nuages, s'estompant dans un gris doux en dessous de nous. J'ai penché la tête en arrière, laissant ma respiration retrouver son rythme. Pour la première fois depuis des années, mon absence n'était pas un accident. C'était un choix. Un dégagement délibéré d'espace où je m'étais autrefois forcé à rester en arrière-plan. Pendant que l'avion s'installait dans le ciel, le vignoble à l'extérieur de Columbus a commencé à passer du calme matinal au murmure et au mouvement. Les invités marchaient le long des sentiers de gravier entre les rangées de vignes endormies. Des chauffages rayonnaient sous la tente blanche de la cérémonie. Le personnel transportait des plateaux de cidre pétillant et de champagne. L'air hivernal était vif, mais l'anticipation tenait les gens au chaud. Lydia avait toujours voulu un mariage en plein air, même en janvier, et personne n'avait osé remettre en question sa vision. La famille Carter n'avait pas non plus lésiné sur les moyens. Des guirlandes lumineuses douces pendaient des poutres larges. Chaque table était drapée de lin crème. Tout était arrangé pour créer le décor parfait. Sauf que je n'étais pas là. Les premières questions ont fait surface discrètement, portées par des tons polis de personnes qui ne voulaient aucun mal. Où est la sœur de la mariée? Je pensais qu'elle était demoiselle d'honneur. Est-elle en retard? Lydia a frôlé deux de ces demoiselles d'honneur avec un sourire crispé et un regard rétréci. Elle a forcé sa voix à être légère quand elle a répondu. Mia a été appelée au travail. Vous savez comment sont les infirmières. Toujours quelque chose d'urgent. Mais les mots sont sortis secs, coupants, comme si elle ne pouvait pas tout à fait cacher l'agacement sous sa respiration. Les demoiselles d'honneur ont échangé des regards mais n'ont pas insisté. Lydia a continué à ajuster ses boucles d'oreilles pendant que sa maquilleuse planait avec un flacon pulvérisateur. Sa mâchoire s'est contractée chaque fois que son téléphone a vibré sur le comptoir. Elle n'avait pas vérifié ses messages. Pas encore. Dans un autre coin du vignoble, la famille Carter s'est rassemblée près d'un groupe de chaises réservées. La mère d'Andrew, Margaret Blake, se tenait avec deux de ses sœurs, toutes vêtues dans des tons de bleu marine. Elle parlait tranquillement du matin, attendant que le coordinateur de la cérémonie les appelle à leur siège. L'une des nièces de Margaret s'est approchée, tenant son téléphone avec une expression troublée. « Avez-vous vu ça ?» Elle a baissé la voix mais pas assez. C'est à propos de Mia. Margaret a levé les yeux, confuse. « Mia? L'infirmière? C'est une fille adorable. Qu'y a-t-il ?» La nièce a hésité, puis a incliné le téléphone vers Margaret. Elle avait ouvert ma publication Facebook publique. La photo de mon bracelet d'hôpital était en haut. L'horodatage de mon intervention d'urgence. Les détails sur le calcul rénal obstructif et l'infection qui s'était propagée trop vite. Mes mots sur le départ de Lydia. Et en dessous, une capture d'écran recadrée de l'histoire Instagram de la dégustation de gâteau de mariage de Lydia publiée à la même heure. Les sourcils de Margaret se sont froncés. Qui a publié ça? Mia. C'est public. Margaret l'a lu 2 fois, son expression passant de la confusion à une inquiétude silencieuse et vive. Elle a regardé de l'autre côté du vignoble vers le cottage de la mariée où Lydia se préparait. Est-ce qu'Andrew était au courant? La nièce a secoué la tête. Je ne pense pas. Mais la moitié des invités le lisent. Ça se propage. Derrière elle, un autre groupe d'invités a commencé à chuchoter.
Quelqu'un a marmonné qu'il ne pouvait pas croire que la mariée ait laissé sa sœur pendant une opération d'urgence. Quelqu'un d'autre s'est demandé à voix haute comment une famille pouvait quitter des urgences. Le son de l'incrédulité murmuré a roulé à travers la zone des sièges en douce vague. À l'intérieur du cottage de la mariée, Lydia a finalement décroché son téléphone qui sonnait et a froncé les sourcils en regardant l'écran. Maman a appelé 5 fois. Papa 2 fois. Pourquoi me harcèle-t-il aujourd'hui? Elle l'a mis en sourdine et s'est retournée vers le miroir. Mais une minute plus tard, le coordinateur a frappé légèrement à la porte du cottage. Lydia, je suis désolé d'interrompre, mais quelques invités posent des questions sur votre sœur. Il semble confus. Lydia a laissé échapper un soupir. Elle travaille à Seattle. J'ai déjà dit ça. Pourquoi tout le monde est-il si obsédé par Mia aujourd'hui? Le coordinateur a hésité comme s'il essayait de trouver une manière douce de dire quelque chose de délicat. Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il y a une publication qui circule en ligne. Lydia s'est figée. Une publication? Quel genre de publication? Le coordinateur a levé les mains impuissantes. Je ne connais pas les détails. Mais les gens en parlent. Lydia l'a renvoyé sèchement et a de nouveau attrapé son téléphone. Elle a fixé les notifications qui remplissaient son écran mais n'en a ouvert aucune. Au lieu de cela, elle a posé le téléphone et a attrapé son bouquet. Dehors, maman et papa s'étaient dirigés vers la tente de la mariée. Maman avait l'air pâle et tendue alors qu'elle se penchait près de papa. Je ne peux pas la joindre. Pourquoi ne répond-elle pas? Papa a gardé les yeux sur le sol. Laisse tomber pour l'instant. Nous pourrons lui parler plus tard. Maman a secoué la tête avec frustration. Non, quelque chose ne va pas. C'est exactement le genre de choses que Lydia ne peut pas gérer. Et si cela ruine le mariage? Papa a serré les lèvres. Le mariage commence déjà. Nous nous en occuperons après. Maman a expiré brusquement et s'est écartée alors que d'autres invités arrivaient. Son regard a balayé la foule, cherchant quelqu'un qui pourrait offrir de la clarté, mais chaque visage qu'elle a vu semblait porter la même curiosité inquiète. Au moment où Lydia s'est dirigée vers la tente, ses épaules étaient levées haut et sur la défensive. Son sourire était trop crispé. C'est pas trop rapide. Les demoiselles d'honneur se sont précipitées derrière elle. Alors qu'elle approchait des premiers rangs, Margaret s'est légèrement mise sur son chemin. Lydia, puis-je vous demander quelque chose d'important? Le ton seul a fait arrêter Lydia. Qu'y a-t-il, Margaret? Margaret a tenu son regard, stable et calme. Pourquoi votre sœur était-elle seule à l'hôpital? Lydia a cligné des yeux. De quoi parlez-vous? Margaret a jeté un coup d'œil à ses sœurs qui se tenaient à proximité. Puis elle a de nouveau regardé Lydia. Il y a une publication que de nombreux invités ont vue. Elle dit que Mia a été admise aux urgences et que la famille l'a laissée là. Seule. La mâchoire de Lydia s'est contractée. Elle exagère. Ce n'était pas si grave. C'est une infirmière. Elle comprend ce qui est une routine. Ce mariage n'arrive qu'une fois. Ce n'est pas comme si elle était en train de mourir. Les mots sont sortis de sa bouche trop vite, trop fort, trop exercés. Les yeux de Margaret se sont aiguisés. Routine? La publication dit qu'elle avait une infection. Est-ce que c'est une routine pour vous? Lydia a détourné le regard. Sa gorge s'est serrée. C'était géré. Et Mia va toujours bien. Tout le monde le sait. Margaret n'a pas répondu. Le silence autour d'eux s'est épaissi. L'une des tantes Carter a échangé un regard significatif avec une autre. Quelqu'un à proximité a chuchoté, elle a vraiment dit ça à voix haute. Quelqu'un d'autre a murmuré, pauvre Mia. Cette fille méritait mieux. Lydia a senti le changement dans l'air comme une baisse de température. Les gens ne la regardaient plus avec admiration. Les regards adoucis qu'elle attendait avant de descendre l'allée étaient remplacés par une immobilité de pierre, un choc poli et une sorte de jugement silencieux qu'elle n'avait jamais connu. La cérémonie a commencé quelques instants plus tard, mais l'ambiance était déjà fracturée. Le quatuor à cordes a joué. Les invités se sont levés. Lydia a descendu l'allée dans sa robe en dentelle ajustée. La robe scintillait sous le soleil d'hiver, exactement comme elle l'avait imaginé, mais les applaudissements ne sont pas venus. Les invités se sont seulement levés et ont regardé en silence, certains raides, certains hésitants, certains regardant encore leur téléphone. Aucune chaleur.
Aucune célébration. Pas même un sourire de Margaret, qui a croisé les mains fermement et a regardé directement son fils avec une expression qui disait qu'elle avait des questions qu'il devait poser. Andrew a essayé de sourire à Lydia, mais quelque chose dans ses yeux semblait inquiet. Il n'arrêtait pas de regarder les invités, puis de nouveau sa fiancée. Sa mâchoire était tendue. L'officiant a commencé à parler, mais l'énergie à l'intérieur de la tente semblait s'enfoncer, lourde et contenue. Les invités se sont agités sur leur siège. Quelques-uns se sont raclés la gorge. Un couple de personnes âgées s'est levé tranquillement et est sorti par le côté de la tente avant le début des vœux. Lydia les a vus partir. Son visage s'est contracté. Quand le moment est venu pour les invités de répondre à la question traditionnelle, personne n'a bougé. Pas de rire léger. Pas de soupirs affectueux. Juste l'immobilité. La cérémonie a continué, mais chaque ligne semblait creuse. Les vœux ont résonné dans un espace où la célébration était censée vivre. Même l'air semblait plus froid. Au moment où l'officiant a annoncé le mariage, les applaudissements ressemblaient à une bruine éparse plutôt qu'à une vague. Rare. Obligatoire. Fin. Lydia a senti le froid des invités alors qu'elle et Andrew remontaient l'allée. Elle a forcé un sourire, mais il y avait quelque chose de raide et de fragile dans son expression. Derrière eux, des murmures ont de nouveau rempli l'air comme un courant sous-jacent que personne ne pouvait arrêter. Pendant tout ce temps, mon téléphone est resté éteint dans un sac sombre sous un siège d'avion à des milliers de pieds au-dessus du pays. Maman m'a de nouveau appelé. Papa a envoyé 2 textos. Les invités ont chuchoté à mon sujet. Et quelque part dans ce vignoble, Lydia a prononcé les mêmes mots qu'elle avait prononcés derrière un rideau aux urgences pendant que je combattais une infection. C'est une infirmière. Elle ira bien. Ce mariage n'arrive qu'une fois. Mais cette fois, elle l'a dit assez fort pour que les personnes qu'elle voulait le plus impressionner l'entendent. Et ils l'ont fait. Au moment où l'avion a commencé à descendre vers Seattle, je ne ressentais que la plus faible curiosité pour ce que je trouverais sur mon téléphone une fois atterri. Aucune crainte. Aucune culpabilité. Juste une certitude silencieuse. La vérité avait finalement cessé d'être la mienne seule à porter. J'ai appuyé ma tête contre le siège alors que les roues touchaient le sol. L'impact a été doux, presque anodin. Une fin naturelle à une longue matinée que j'avais autrefois craint de me briser. Mais d'une manière ou d'une autre, quelque part entre Columbus et Seattle, j'ai réalisé quelque chose de simple. Je n'avais rien ruiné. Je m'étais retiré d'une histoire qui n'avait plus besoin de moi pour tenir ensemble. Et le monde avait continué de tourner de toute façon. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai attendu que le signal de la ceinture de sécurité s'éteigne, prête à entrer dans la prochaine partie de ma vie sans regarder en arrière. Les premiers chuchotements ont commencé près des premiers rangs où quelques collègues de Lydia étaient assis. Une femme s'est penchée vers une autre et a dit qu'elle avait vu quelque chose en ligne dont elle n'était pas sûre de devoir parler. Quelqu'un d'autre a demandé où était la sœur de la mariée. Un autre invité a dit qu'il pensait que la sœur était à Seattle pour le travail mais ne savait pas pourquoi. De petites poches de conversation ont commencé à monter et à descendre à travers le vignoble comme des plaques de vent changeantes. Je ne savais rien de tout cela encore. J'étais encore quelque part au-dessus du pays, les moteurs ronronnant régulièrement alors que l'avion traversait une poche d'air calme. Mes yeux étaient fermés, mais je ne dormais pas. Je rejouais la sensation d'appuyer sur ce bouton de confirmation. Ce n'avait pas été dramatique. C'était silencieux, presque doux. Comme poser une pierre exactement là où elle devait aller. De retour en Ohio, le soleil du matin a frappé le vignoble juste comme il faut, répandant un or pâle sur les rangées de vignes nues et les longues tables de banquets décorées de bougies et de fleurs douces. Les invités commençaient à s'installer, certains prenant des photos, d'autres s'éventant légèrement dans la brise hivernale froide. Margaret Blake, la mère d'Andrew, s'est dirigée vers la suite de la mariée avec un sourire poli et crispé qui avait déjà été tendu par les murmures qu'elle avait entendus parmi les invités. Elle tenait un châle en soie dorée autour de ses épaules et marchait avec la confiance calme d'une femme qui avait passé des décennies à organiser des événements familiaux et savait quand quelque chose n'allait pas. À l'intérieur de la suite, Lydia était assise devant un miroir en pied pendant que la maquilleuse appliquait une douce teinte de rouge à lèvres. Ses cheveux étaient parfaitement bouclés, attachés à moitié en arrière avec de délicates épingles à perles. Elle était radieuse d'une manière que les photographes adoreraient. Elle s'est regardée sous différents angles et a souri comme si le monde était exactement ce qu'elle méritait d'être. Maman se tenait près de la fenêtre, lissant sa robe pour la 5e fois.
Elle a jeté un coup d'œil à son téléphone avec le même geste anxieux qu'elle avait fait tout le matin. Papa était dans le coin, les mains jointes derrière le dos, fixant le sol comme s'il comptait les fibres du tapis. Quand Margaret est entrée, l'air a changé. Lydia a souri vivement et s'est levée, faisant des pas lents et prudents pour ne pas froisser sa robe. « Margaret, tu es là. » Elle a tendu la main pour serrer sa future belle-mère dans ses bras. « Est-ce que tout est prêt dehors ?» Margaret n'a pas rendu le sourire. Ses yeux ont cherché dans la pièce. « Où est Mia ?» La question a atterri brusquement. Je pouvais presque imaginer l'air se tendre, même à des kilomètres au-dessus. Lydia a cligné des yeux. Mia. Elle est occupée. En voyage. Au travail. Elle l'est toujours. Elle sait à quel point aujourd'hui est important. Margaret s'est approchée, baissant la voix mais pas assez pour cacher la fermeté de son ton. Plusieurs invités m'ont approché ce matin. Ils ont dit que Mia avait posté quelque chose en ligne. Quelque chose de grave. Maman s'est raidie. Les épaules de papa se sont légèrement soulevées, comme s'il se préparait à un son qui n'est jamais venu. Lydia a fait un geste de la main dans un balayage désinvolte qu'il avait toujours sorti des engagements qu'elle ne voulait pas gérer. Je suis sûr que ce n'est rien. Tu connais Mia. Elle peut être un peu dramatique quand elle se sent dépassée. Mais elle va bien. L'hôpital nous a dit qu'elle allait bien. C'était juste un truc de calcul rénal. Les sourcils de Margaret se sont levés. Sa voix est restée stable, basse, inébranlable. Un truc de calcul rénal. Lydia s'est agitée, lissant le corsage de sa robe. Oui. Elle a ses trucs médicaux. Mia est infirmière. Elle sait ce qui est une routine et ce qui ne l'est pas. Nous avions des rendez-vous ce jour-là. Des trucs importants. Ce mariage a nécessité des mois de planification. Margaret a fait une pause. Son expression n'a pas changé, mais la température dans la pièce a baissé d'1 degré. La tante de votre futur mari m'a montré une publication de Mia. Elle a dit que Mia avait une infection et qu'elle avait besoin d'une intervention d'urgence. Le visage de maman est devenu pâle. Sa voix s'est à peine élevée au-dessus d'un murmure. Lydia, lui as-tu dit que c'était une routine? Avant que Lydia ne puisse parler, la porte s'est ouverte et 2 autres femmes sont entrées, toutes 2 parentes de la famille Carter. L'une d'elles, la sœur aînée d'Andrew, tenait son téléphone à la main, l'écran allumé. Est-ce que c'est vrai, Lydia? Sa voix n'était pas forte, mais elle portait le genre d'attente ferme qui exigeait l'honnêteté. Lydia a laissé échapper un soupir, roulant déjà des yeux avant qu'un seul mot ne s'échappe. Écoutez, on en fait tout un plat. Elle allait vraiment bien. Les urgences sonnent toujours dramatiques. Les infirmières savent comment gérer ces choses, et Mia gère tout. Elle n'a pas besoin qu'on la couve. Mais les mariages n'arrivent qu'une fois. Seulement une fois. J'avais des essayages et des dégustations de gâteaux, et le traiteur n'était disponible qu'1 jour. Papa s'est légèrement avancé. Lydia. Mais Lydia était lancée, répétant la logique qu'elle avait utilisée pendant des années, la même justification qu'elle avait utilisée derrière ce rideau aux urgences. Je pouvais de nouveau entendre sa voix, presque aussi vivement que je l'avais entendue ce jour-là. Elle est forte. Elle connaît la routine. Elle ira bien. L'expression de Margaret a changé, non pas en colère, mais en quelque chose de plus froid. Quelque chose de déçu. Quelque chose qui pourrait prendre des années à oublier. Elle a parlé clairement, un peu plus fort cette fois. Donc votre sœur était seule pour une intervention médicale d'urgence parce que vous deviez goûter du gâteau. La poitrine de Lydia s'est soulevée rapidement. Elle a levé le menton, essayant de s'accrocher à la version des événements qu'elle préférait. J'avais des responsabilités. Ce mariage a coûté de l'argent et du temps. Et Mia va toujours bien. Elle rebondit toujours. Elle ne demande jamais d'aide. Elle sait à quel point aujourd'hui est important pour nos familles. L'une des parentes Carter a échangé un regard avec Margaret, un regard qui disait tout sans un mot. Il disait, c'est qui elle est. Il disait, nous devons reconsidérer ce que nous savons. Il disait, nous venons d'entendre la vérité sans avoir à élever la voix. Maman a fait un pas tremblant vers Lydia. Ma chérie, peut-être que tu devrais ralentir. La voix de papa était basse. Lydia, arrête. Mais Lydia était trop concentrée sur le sauvetage de son image. Sa voix s'est légèrement élevée,
cassante, défensive. Je ne peux pas être la méchante pour avoir choisi mon mariage. Mia comprendrait si elle se souciait de moi comme je me soucie d'elle. Elle sait que ce jour est le plus important de ma vie. Elle sait qu'elle est assez forte pour gérer une petite visite à l'hôpital. L'une des femmes a inspiré brusquement. Une autre a chuchoté à Margaret. La maquilleuse a tranquillement rassemblé son équipement et s'est reculée contre le mur, laissant de l'espace à ce qui se déroulait. Le ton de Margaret est resté calme, mais quelque chose en lui a fait que tout le monde s'est immobilisé. Lydia, j'ai perdu ma sœur il y a 10 ans. Elle est morte d'une complication que personne n'attendait. Il n'y a pas d'urgence de routine. Et j'aurais tout donné pour avoir été là pour elle. Lydia s'est figée. Margaret s'est encore approchée. Mon fils est sur le point de vous épouser. Et cette famille mérite de connaître la vérité sur le genre de femme qu'il épouse. Maman s'est couverte la bouche. Papa a de nouveau regardé le sol, mais son visage était rouge de quelque chose qui ressemblait à de la honte. Lydia a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Dehors, le quatuor à cordes continuait d'accorder leurs instruments. Les invités continuaient de chuchoter. Quelques-uns étaient discrètement partis après avoir vu la publication. D'autres sont restés mais se sont agités inconfortablement sur leurs chaises. L'atmosphère avait changé. L'excitation s'était estompée. Quelque chose s'était installé sur le vignoble comme une fine couche de givre. Quand la cérémonie a finalement commencé, l'allée semblait plus froide que d'habitude. Maman et papa sont sortis raidement. Andrew attendait à l'hôtel, son sourire faiblissant quand il a vu les expressions sur les visages des membres de sa famille. Margaret se tenait près de lui, les mains jointes, ses yeux fixés sur Lydia avec un regard qu'il n'avait jamais vu auparavant. Les invités se sont tus lorsque Lydia est apparue en haut de l'allée. Elle était belle, radieuse, tout ce qu'une mariée devrait être. Mais il y avait une tension dans ses épaules, une crispation dans son sourire. Ses pas étaient gracieux, mais ses yeux allaient de gauche à droite comme si elle cherchait quelqu'un pour la valider. Personne n'a applaudi quand elle a marché. Pas une seule personne. Les gens ont regardé. Ils n'ont pas célébré. On pouvait le sentir. Le retrait subtil de l'admiration. Le passage d'une attente chaleureuse à une observation froide. Le genre de silence qui révèle des choses qu'aucun discours ne pourrait jamais faire. Quand elle a atteint l'autel, Andrew a pris ses mains. Sa voix était assez basse pour que seuls les plus proches puissent entendre. « Lydia, y a-t-il quelque chose que tu dois me dire ?» Son sourire a vacillé. Il est resté sur son visage, mais n'a plus atteint ses yeux. Elle a légèrement secoué la tête, serrant ses mains. « Tout va bien. Ma sœur a juste posté quelque chose de trompeur. Elle est dramatique à propos de la douleur. Tu la connais. » Margaret a inspiré brusquement derrière lui. L'officiant s'est raclé la gorge et a commencé la cérémonie, mais l'énergie était partie. Pas un seul rire ne s'est élevé aux lignes légères. Le public ne s'est pas avancé avec excitation. Quelques personnes se sont regardées en silence, incrédules. Le moment est venu où l'officiant a invité les invités à montrer leur soutien au couple. Habituellement une ligne qui suscitait des applaudissements. Mais cette fois, il n'y a rien eu. Pas même des applaudissements épars. Juste un froid qui a parcouru les rangées comme une lente marée. Le visage de Lydia s'est crispé. Elle a souri plus largement, forcée, presque désespérée. Andrew a regardé sa mère. L'expression de Margaret n'a pas changé, mais ses yeux en disaient long. Quand les vœux ont été échangés, quelques invités ont baissé les yeux, incapables de célébrer pleinement un moment assombri par des vérités qui avaient été trop longtemps ignorées. Au moment où ils se sont embrassés, plusieurs chaises étaient déjà vides. Des gens étaient sortis discrètement. Aucune acclamation n'a suivi le baiser. Aucune expiration joyeuse de soulagement ou d'excitation. Seulement des applaudissements polis et brefs de quelques personnes trop polies pour faire autrement. Lydia a regardé les invités. Son visage a légèrement tremblé, juste assez pour que maman attrape sa main. Mais même maman avait l'air secouée, ébranlée d'une manière que je n'avais jamais vue. La cérémonie s'est terminée avec une raideur qui n'avait pas sa place à un mariage. Les invités se sont levés lentement. Les conversations étaient chuchotées, pas partagées. Les gens évitaient les yeux de Lydia. La vérité avait fait ce que la vérité fait toujours. Elle s'était révélée. Pas bruyamment. Pas cruellement. Juste indubitablement. Et alors que j'étais encore à des kilomètres au-dessus du sol,
quelque part entre l'Ohio et Washington, le monde que Lydia s'était soigneusement créé a commencé à changer, non pas parce que je l'avais forcé, mais parce qu'elle avait livré au monde ses propres mots. Elle l'a répété. À voix haute. La phrase même qui avait brisé quelque chose en moi derrière ce rideau aux urgences. Elle est forte. Elle ira bien. Mon mariage passe en premier. Elle l'a dit devant les personnes dont elle avait besoin pour l'admirer. Et ils l'ont entendu exactement comme je l'avais entendu. Comme c'était vraiment. Quand la cérémonie s'est terminée, le froid est resté. Les gens se sont dirigés lentement vers la tente de réception, incertains. La musique a joué, mais la joie n'a pas augmenté avec elle. Le karma avait commencé sa marche silencieuse. Et cette fois, je n'étais pas là pour adoucir le son de ses pas. De retour en Ohio, la tente de réception avait été installée avec de longues tables en bois et des guirlandes de lumière douce drapées au plafond. Des bougies blanches scintillaient dans des cylindres de verre. La musique flottait des haut-parleurs alors que le groupe s'échauffait. N'importe quel autre jour de mariage, ce serait le moment où la joie éclaterait enfin. Les invités se mêleraient, les rires rempliraient l'espace, et la tension de la cérémonie se dissiperait. Mais cette fois, le silence s'étendait dans la pièce comme une fine couche de glace. Les gens entraient lentement, par deux ou en petits groupes, parlant à voix basse. Certains invités évitaient le contact visuel les uns avec les autres. D'autres jetaient un coup d'œil à leur téléphone, rafraîchissant le même poste encore et encore. Quelques-uns chuchotaient lorsque Lydia et Andrew sont entrés, comme s'ils ne savaient pas s'ils devaient les reconnaître ou attendre que quelque chose d'autre se produise. Lydia a levé le menton, forçant un sourire éclatant. Le genre qu'elle utilisait quand elle voulait contrôler une pièce sans laisser personne voir qu'elle était déstabilisée. Elle tenait fermement le bras d'Andrew. Son expression était plus difficile à lire. Il avait l'air extérieurement calme, mais il y avait une tension dans sa mâchoire qui n'était pas là auparavant. Maman marchait légèrement derrière eux, se tordant les mains. Papa suivait avec une posture raide, les yeux fixés sur le sol. Du fond de la tente, Evan, le coordinateur du lieu, s'est avancé. Il avait dirigé le personnel dans le vignoble toute la matinée, réglant les détails, arrangeant les fleurs, ajustant les couverts de table. Mais maintenant, son visage avait perdu son calme habituel. Il a attendu que Lydia et Andrew soient proches avant de se mettre sur leur chemin, nous devons parler. Lydia a souri crispement sans s'arrêter. Andrew, pas maintenant. La réception commence. Nous avons des choses à faire. Il ne s'est pas écarté. Il a jeté un coup d'œil à Andrew, puis de nouveau à Lydia. Je vais vous poser une question, et j'ai besoin que vous répondiez honnêtement. Votre sœur a-t-elle subi une intervention d'urgence seule? L'air autour d'eux semblait s'arrêter. Plusieurs invités à proximité se sont légèrement tournés, faisant semblant de ne pas écouter mais se penchant assez près pour entendre la réponse. La voix de Lydia est sortie trop rapidement. Je vous l'ai dit. Mia va bien. Elle va toujours bien. Elle comprend comment ces choses fonctionnent. C'est une infirmière. L'expression d'Andrew s'est assombrie. Cela ne répond pas à ma question. Maman s'est avancée. Andrew, mon chéri, ce n'est pas le moment. Il n'a pas détourné les yeux de Lydia. Vous avez dit aux gens qu'elle était dramatique. Vous avez dit à la maquilleuse que c'était une routine. Vous avez dit à ma famille qu'elle exagérait. Mais la publication dit qu'elle avait une infection et une intervention urgente. Et que vous l'avez tous laissée seule. Ce n'est pas dramatique. C'est la réalité médicale. Les yeux d'Andrew ont oscillé entre eux. Il a avalé. Lydia, est-ce que c'est vrai? Elle a essayé de rire. Un son court et haletant qui s'est fissuré sur les bords. Tout le monde en fait tout un plat. Mia sait comment gérer la douleur. Elle connaît les urgences. J'avais un jour pour faire les essayages et les dégustations. Ce mariage a coûté de l'argent. Il affecte les deux familles. J'avais des responsabilités. Mia a son travail. Elle connaît sa place. Andrew a fait un petit pas en arrière comme si les mots l'avaient physiquement frappé. Sa place. La phrase est restée suspendue dans l'air froid, vive et indubitable. Le visage d'Andrew s'est contracté. Lydia. Elle a commencé à lisser la jupe de sa robe avec des mouvements précipités. Je ne peux pas continuer à expliquer ça. Mia a choisi aujourd'hui pour faire ce qu'elle a fait en ligne. Elle voulait de l'attention. Elle est jalouse ou en colère ou autre chose.
Mais je ne peux pas passer le jour de mon mariage à m'excuser parce que ma sœur veut prendre la vedette. Le groupe d'invités le plus proche s'est détourné, mal à l'aise. Andrew a parlé doucement cette fois. J'ai connu Mia plus longtemps que je ne vous ai connu. Elle n'a jamais voulu être sous les feux de la rampe. Elle accepte à peine l'aide. Elle ne demande jamais d'attention. Ce qu'elle a posté n'était pas dramatique. C'était honnête. Lydia a reniflé. C'est ridicule. Je suis votre sœur. Vous devriez être de mon côté. La voix d'Andrew est restée égale, mais elle a traversé la pièce. Être de votre côté ne signifie pas accepter les mensonges que vous vous racontez. Un murmure a parcouru les invités. Maman a touché le bras de Lydia. Chérie, peut-être que nous devrions sortir un moment. Lydia s'est dégagée brusquement. Non. Je ne vais pas gâcher mon mariage parce que Mia ne peut pas laisser tomber. Andrew a finalement parlé, sa voix assez basse pour que seules les personnes les plus proches puissent entendre. Lydia, quelqu'un qui abandonne sa sœur pendant une urgence n'est pas la victime ici. Vous devez prendre vos responsabilités. Elle s'est raidie. Alors vous prenez son parti maintenant. Le silence s'est installé comme un poids. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, mon avion avait commencé sa douce descente vers Seattle. Le pilote a annoncé notre approche. Les passagers ont ajusté les plateaux et bouclé les ceintures. J'ai regardé les nuages s'amincir et se séparer, révélant le faible bleu du ciel d'hiver du Pacifique Nord-Ouest. La pluie a strié la fenêtre alors que nous descendions plus bas. Mon téléphone est resté éteint. Je n'avais aucune idée que mon nom était devenu le centre silencieux d'une tempête malvenue de retour en Ohio. Je ne savais pas que les gens quittaient le vignoble tôt, sortant pour parler de ce qui s'était passé, certains lisant même la publication à voix haute à d'autres. Je ne savais pas que quelques invités s'étaient discrètement éclipsés de la tente, choisissant de ne pas participer à une célébration qui semblait entachée par quelque chose de laid sous sa surface polie. Ce que je savais, c'est que mon silence ressemblait à la première vraie respiration que j'avais prise depuis des années. De retour au vignoble, le dîner a commencé. Ou a tenté de commencer. Les assiettes ont été servies, mais la moitié des tables ont à peine touché leur nourriture. Les conversations ne se sont jamais installées dans un rythme. Les gens ont échangé des regards que Lydia a fait semblant de ne pas voir. Quand elle et Andrew ont fait le tour des tables pour saluer les invités, beaucoup ont souri poliment mais ont gardé leurs réponses courtes, leurs yeux dérivants. Une cousine plus âgée a chuchoté à une autre alors que Lydia passait. Quelqu'un d'autre a chuchoté à la tante d'Andrew. Quelques personnes ont déplacé leurs chaises pour créer de la distance. Les applaudissements qui accompagnaient habituellement les discours étaient étouffés ou inexistants. La demoiselle d'honneur a prononcé un court toast sur l'amour et la sororité. Une ligne qu'elle voulait charmante est restée en suspens dans l'air comme une pierre jetée dans une eau calme. À ceux qui sont là pour nous en toutes circonstances. Quelqu'un à l'arrière a toussé brusquement. Quelques invités ont baissé les yeux sur leurs genoux. La tante d'Andrew a cligné lentement des yeux et a pris une gorgée de son vin. Lydia a forcé un rire mais sa mâchoire était crispée. Le microphone a été remis à Andrew. Il s'est levé, a jeté un coup d'œil à Lydia, puis à la salle. Sa voix était égale. Merci à tous d'être ici. Aujourd'hui a été plus difficile que prévu. Mais j'apprécie tous ceux qui sont venus et tous ceux qui soutiennent l'honnêteté et la responsabilité dans les relations. Lydia a attrapé son bras. Andrew, qu'est-ce que tu fais? Il n'a pas répondu. Il a rendu le microphone et s'est rassis. Le visage de maman était devenu rose et tacheté. Papa regardait droit devant lui comme s'il se concentrait sur un point fixe au-delà de la tente. Quelque part pendant le lent dénouement de la soirée, mon téléphone a commencé à se remplir d'appels. Ils sont restés sans réponse. Ils sont allés directement sur la messagerie vocale. Maman a laissé 5 messages. Sa voix montait à chaque fois, passant d'anxieuse à sévère à suppliante. Mia, rappelle-moi. S'il te plaît. Ce n'est pas la bonne façon de faire. Les gens parlent. Tu dois retirer cette publication. Tu fais une scène. Tu fais du mal à ta sœur. Un autre message a suivi. Ça a été trop loin. Tu es méchante. Nous avons fait ce que nous pensions être juste. Papa a envoyé un message vocal qui n'a duré que quelques secondes. Appelle ta mère. Elle est contrariée. Nous pourrons parler plus tard. Je ne les entendrai que beaucoup plus tard dans la nuit. D'ici là,
ils porteraient le poids de quelque chose que j'avais déjà décidé que je n'étais plus disposé à porter pour eux. L'avion a atterri à Seattle avec une légère secousse. Les lumières de la piste ont défilé. Les passagers ont attrapé leur téléphone, réveillant les écrans avec des carillons et des vibrations. J'ai gardé le mien éteint et j'ai attendu que l'avion atteigne la porte d'embarquement. Quand je l'ai finalement allumé, l'écran s'est illuminé d'un flot d'appels manqués. Mais je n'ai ressenti aucune panique. Aucune angoisse. Seulement de la clarté. Les icônes de la messagerie vocale clignotaient comme de petits avertissements dont je ne me sentais plus responsable. Je les ai fait défiler calmement, presque doucement. Puis j'ai ouvert mes contacts. Il ne m'a fallu que quelques secondes pour trouver la liste intitulée « Contacts d'urgence ». Mon propre nom avait été suivi de celui de maman et papa depuis aussi longtemps que je me souvienne. C'était eux que l'hôpital appelait en cas de problème. C'était eux qui auraient dû être là derrière ce rideau. C'était eux qui étaient partis. J'ai appuyé sur « Modifier ». J'ai supprimé leur nom. Puis j'ai tapé le numéro de Paige à la place. Elle répondait à mes appels à minuit. Elle venait à mon appartement sans demander. Elle faisait les courses quand j'étais malade. Elle restait au téléphone avec moi après des services doubles. Elle était là. Un petit message de confirmation est apparu en haut de l'écran. Contact mis à jour. Je l'ai fixé un instant. Une chaleur s'est répandue dans ma poitrine. Pas de la joie exactement. Quelque chose de plus calme. Du soulagement. De la légèreté. La sensation de sortir d'une ombre si longue que j'avais oublié que je vivais à l'intérieur. J'ai murmuré dans l'espace vide de la cabine de l'aéroport, à peine audible, comme si dire la vérité la rendait plus réelle. Je ne suis plus à eux pour qu'ils m'abandonnent. Et alors que les derniers passagers sortaient de l'avion et que l'air de Seattle entrait par la porte de la cabine ouverte, j'ai rassemblé mes affaires, je me suis levé et j'ai avancé dans une vie que je choisissais enfin pour moi-même. Au moment où je suis sorti dans l'air frais de Seattle et que j'ai senti le vent humide me caresser le visage, quelque chose en moi avait changé. Je ne pouvais pas encore le nommer, mais je savais que ça n'allait pas revenir en arrière. 6 mois se sont écoulés après ce jour, lentement au début, puis avec une sorte d'élan constant qui m'a surprise. La vie à Columbus s'est estompée en arrière-plan comme un paysage vu d'un train en marche, devenant plus petite et moins définie à mesure que je m'éloignais. Je n'avais pas prévu que cela se passerait ainsi. Mais une fois que la distance s'installe, elle se réduit rarement d'elle-même. Je me suis déplacé entre les contrats, passant 8 semaines à Seattle, puis 6 à Portland, puis une autre courte rotation à Denver. Chaque nouvelle ville me stabilisait d'une manière que je n'avais pas prévue. Le rythme du travail a rempli les espaces vides où l'anxiété vivait autrefois. Les longs services ont gardé mon esprit concentré. Les studios calmes de chaque nouvelle ville m'ont aidé à respirer sans me sentir observé ou obligé. J'appelais souvent Paige. Elle était mon encre lorsque tout le reste me semblait encore brumeux. Elle prenait de mes nouvelles sans m'étouffer, écoutait sans imposer de solution, me laissait parler de tout souvenir qui refaisait surface cette semaine-là. Parfois, les souvenirs étaient petits. Parfois, ils étaient vifs. Pourtant, la vie continuait de s'ouvrir. Le travail est redevenu quelque chose que j'attendais avec impatience. Je me suis retrouvé à faire du bénévolat pour le suivi des patients, à prendre plus de temps avec les patients plus âgés qui me rappelaient l'homme des urgences qui m'avait remercié de l'avoir simplement vu. Je me suis laissé redécouvrir la partie des soins infirmiers qui m'avait attiré au départ. La partie où les soins signifiaient présence, pas perfection. Vers le 3e mois, j'ai aussi rencontré quelqu'un dans un café à Seattle. Il s'appelait Daniel. C'était un assistant médical des urgences qui commandait la même boisson que moi et portait le même regard fatigué que je reconnaissais dans le miroir après un service de 12 heures. Notre première conversation avait été maladroite et simple. Notre deuxième a duré près d'1 heure. À la 4e fois que nous avons parlé, j'ai réalisé que je ne me préparais pas à être blessé. Je ne me rétrécissais pas ni ne m'excusais. Je n'essayais pas d'être la facile ou la forte ou la personne qui rendait les choses plus faciles pour tout le monde. J'étais juste moi-même. Et il est resté. Pendant ce temps, de retour en Ohio, les conséquences de cette journée d'hiver ont grandi comme des fissures dans la glace. L'histoire du mariage ne s'est pas calmée après la réception. Elle a suivi Lydia dans la vie réelle, dans ses photos de mariage, dans ses cercles sociaux. Elle a cessé de publier en ligne pendant des semaines. Quand elle est revenue, ses légendes étaient plus rigides,
plus courte et manquait de la confiance éclatante qu'elle avait autrefois utilisée comme un bouclier. Son mariage a également ressenti le poids. C'est ce que j'ai entendu par Paige et quelques cousins qui ont pris contact discrètement. Andrew était passé de confus à renfermé. Puis de renfermé à frustré. Puis finalement à tout remettre en question. Selon un cousin, il avait demandé à Lydia 2 mois après leur mariage pourquoi elle n'avait pas simplement dit les mots « je suis désolé » sans inclure de justification. C'est devenu une dispute qui a duré une semaine. Elle lui avait dit qu'il surréagissait. Il avait répondu qu'il était fatigué de l'entendre dire « Mia est dramatique » au lieu de « j'avais tort ». Je n'ai ressenti aucune satisfaction en entendant cela. Pas même une petite étincelle de triomphe. Ce que j'ai ressenti à la place, c'est de la distance. Une compréhension que leur mariage était façonné par des choix qu'ils avaient faits bien avant que je ne publie quoi que ce soit. Socialement, Lydia a perdu plus qu'elle ne s'y attendait. Des amis qui l'avaient autrefois entourée se sont lentement éloignés. Ils ont d'abord trouvé des excuses. Puis ils ont cessé de trouver des excuses. Un par un, ils sont devenus plus silencieux. Quelques-uns avaient vu la publication de l'hôpital. Quelques-uns avaient entendu ses propres mots du vignoble. Une amie avait même appelé Paige en privé, demandant comment j'allais parce qu'elle se sentait coupable de ne pas avoir pris de mes nouvelles plus tôt. Cela seulement n'a dit plus que Lydia n'aurait jamais pu le faire. Maman et papa, au début, ont refusé de voir quoi que ce soit. Ils s'étaient toujours effondrés face au conflit, se retirant dans le silence ou se racontant une version plus jolie des événements. Mais cette fois, les choses ne se sont pas estompées. Les gens ont continué à parler. Les parents ont posé des questions. Margaret Blake n'a pas laissé tomber l'affaire. Andrew a parlé publiquement de vouloir de la transparence dans son mariage. Papa ne pouvait pas se cacher de cela. Maman ne pouvait pas l'adoucir. 2 mois après le mariage, j'ai reçu un texto de maman alors que j'étais assise dans un petit restaurant à Portland, en train de manger des œufs brouillés après un service de nuit. Nous voulons parler. Nous sommes prêts à commencer une thérapie si c'est ce dont tu as besoin. Les mots semblaient rigides, comme si elle les avait réécrits 4 ou 5 fois avant de les envoyer. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai laissé le message reposer pendant des jours, visible chaque fois que j'ouvrais mon téléphone, comme un rappel d'une histoire dans laquelle je vivais autrefois et dans laquelle je ne voulais plus retourner. Mais finalement, après en avoir parlé avec Paige et avoir réfléchi plus honnêtement à ce que je voulais, j'ai répondu. La thérapie est la seule voie à suivre. Je ne rentrerai pas à la maison tant qu'elle n'aura pas commencé. Maman a répondu plus tard dans la soirée. Nous la programmerons. Je n'ai pas demandé de mise à jour. Je n'ai pas demandé de preuves. J'ai simplement attendu. 1 mois après le début de leur séance, papa a envoyé un email. Ces mots étaient brefs mais différents de tout ce qu'il avait écrit auparavant. Il n'a pas essayé d'excuser quoi que ce soit. Il ne m'a pas appelé forte. Il ne m'a pas demandé de recommencer. Il a écrit sur son propre silence. Son évitement. Sa peur d'affronter les conflits dans notre famille. Il a écrit qu'il comprenait maintenant combien cette peur m'avait coûté. Il a terminé par « J'essaie. J'espère pouvoir vous le montrer avec le temps. » Pour la première fois depuis des années, j'ai cru qu'il le pensait peut-être. Lydia est restée silencieuse plus longtemps. Elle n'a pas pris contact. Pas après le mariage. Pas après que maman et papa aient commencé la thérapie. Pas après que des amis se soient éloignés d'elle. Ce silence n'était pas surprenant. Lydia n'avait jamais été celle qui s'excusait la première. Elle attendait que le monde s'adapte à elle, pas qu'elle s'adapte au monde. Mais les conséquences ne s'adaptent pas. Elles continuent de se dérouler. J'entendais de petites mises à jour de Paige de temps en temps. Quelqu'un avait entendu Lydia se plaindre que la vie de couple était beaucoup plus de travail qu'elle ne s'y attendait. Quelqu'un d'autre a mentionné que Lydia n'arrêtait pas de s'énerver contre Andrew, puis de pleurer après. Un cousin a dit que Lydia n'aimait plus recevoir parce qu'elle se sentait jugée dans sa propre maison. J'écoutais ces mises à jour comme on écoute les bulletins météo d'un endroit où l'on a vécu. Lointain. Familier. Détaché. Pendant ce temps, dans ma propre vie, les choses se stabilisaient d'une manière que je n'aurais jamais attendue. Seattle a commencé à ressembler à un endroit où je pourrais rester plus longtemps. J'aimais mon petit appartement avec ses parquets usés et sa fenêtre étroite donnant sur une rue calme. J'aimais l'odeur de la pluie et des cafés à chaque coin de rue. J'aimais l'idée d'appartenir à un endroit qui n'avait pas vu les pires aspects de ma famille.
Un soir, vers la fin de ma rotation à Seattle, je me suis assise dans la salle de pause avec Daniel alors que nous mangions les restes d'un sauté d'un repas à partage. La pièce bourdonnait doucement des bruits des distributeurs automatiques et des voix lointaines du couloir. Il m'a regardé pensivement. « Tu as l'air plus légère ces derniers temps. » Je me sentais plus légère. J'avais passé des mois à ne pas m'expliquer. À ne pas arranger les sentiments blessés. À ne pas me rétrécir pour rendre quelqu'un d'autre plus à l'aise. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas l'impression d'exister pour absorber l'impact des autres. J'avais enfin l'impression que quelqu'un construisait quelque chose. Peut-être que je le suis, ai-je dit. Il a souri. J'aime voir ça. J'aimais être vu comme ça. Au moment où le printemps a commencé à se frayer un chemin à travers Seattle, peignant les arbres devant mon appartement de tendres bourgeons verts, j'ai réalisé que je n'avais pas vérifié les réseaux sociaux de Lydia depuis près de 3 mois. La pensée m'a surprise. J'avais l'habitude de suivre chaque publication pour savoir comment elle se déplaçait dans le monde, ce qu'elle attendait de moi, où je devais me situer. Maintenant, elle n'occupe plus cet espace. Puis, un samedi soir, alors que j'étais assise près de ma fenêtre à regarder la douce pluie glisser sur la vitre, mon téléphone a vibré avec une notification de message. Le nom sur l'écran m'a coupé le souffle un instant. Lydia. Le texto était court. Mia, je sais que je suis restée silencieuse. J'avais besoin de réfléchir. Je veux reconnaître ce que j'ai fait. Je t'ai laissé quand tu avais besoin de soutien. Je n'aurais pas dû. Je suis désolé. Pas d'excuses. Si tu veux un jour en parler, je suis là. J'ai fixé les mots pendant longtemps. Il n'y avait pas de blâme. Pas de justification. Aucune mention de son mariage ou de son stress ou de l'argent qu'elle avait dépensé ou des excuses qu'elle utilisait comme monnaie d'échange. Juste des excuses. C'était la première fois qu'elle m'en envoyait de toute notre vie. Ma poitrine s'est serrée, non pas de douleur, mais de quelque chose de plus doux. De la surprise. De la tristesse. Peut-être un peu d'espoir. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je voulais la punir. Non pas parce que j'étais en colère. Mais parce que la guérison ne va pas plus vite simplement parce que quelqu'un décide enfin de s'excuser. Je devais décider comment ces mots s'intégraient dans la vie que je construisais, pas dans la vie dont je m'étais éloigné. J'ai verrouillé mon téléphone et je l'ai posé doucement sur la table à côté de moi. Dehors, la pluie continuait de tomber sur la rue de Seattle, régulière et calme, lavant la nuit. Et pour la première fois depuis très longtemps, je n'ai ressenti aucune urgence à répondre. Pendant un long moment, j'ai juste regardé la pluie glisser sur ma fenêtre, laissant le message de Lydia s'installer quelque part en moi qui ne me semblait plus meurtri. Je n'étais pas prête à lui répondre alors, et ce silence est resté en place pendant des jours. Mais quelque chose dans le ton de ces mots est resté avec moi. Pas lourd. Pas exigeant. Juste là. Une année s'est écoulée avant que je sache enfin quoi en faire. Les saisons à Seattle ont changé doucement au cours de cette année. La pluie d'hiver s'est transformée en une bruine printanière plus chaude, puis en un été doux, puis en un automne coloré d'orange brûlé et de rouge profond. Mon travail a progressé régulièrement. Ma vie s'est étendue en quelque chose de plus large. J'ai commencé à développer des habitudes qui n'appartenaient qu'à moi. Des promenades matinales jusqu'à une boulangerie au coin de la rue. Des déjeuners le vendredi avec des collègues. Des soirées cinéma chez Pêche chaque fois que je passais par Columbus pour de courtes pauses. Daniel et moi avons continué à parler même après mon transfert de Seattle. Les conversations se sont approfondies d'une manière que je n'attendais pas douce. Patiente. Vrai. J'ai appris ce que c'était que d'être avec quelqu'un qui ne confondait pas la force avec le silence. Mon appartement est devenu une sorte de sanctuaire. Petit. Calme. Le mien. Et pendant cette année, quelque chose en moi s'est suffisamment adouci pour envisager les choses que j'avais autrefois supposé ne jamais revoir. Le premier changement est venu sous la forme d'une lettre, pas d'un texto, pas d'un message vocal. Une vraie lettre, écrite sur du papier blanc épais, pliée avec soin dans une enveloppe avec mon adresse de l'Ohio barrée et mon adresse de réexpédition de Seattle écrite en dessous d'une écriture légèrement tremblante. Maman. À l'intérieur, la note ne faisait qu'une page. Mais chaque ligne avait du poids. Elle a écrit que la thérapie n'avait pas été facile pour elle. Elle a écrit que le conseiller lui avait posé des questions auxquelles elle ne voulait pas répondre. Des questions sur le favoritisme. Sur le silence.
sur la raison pour laquelle elle avait toujours supposé que je n'avais besoin de rien d'elle parce que j'avais l'air de bien m'en sortir seul. Elle a écrit qu'entendre ses propres mots répétés lui avait donné l'impression de se tenir dans une pièce qu'elle n'avait jamais réalisé qu'elle était froide. Et puis elle a écrit la seule chose que je n'aurais jamais attendue. Je t'ai fait défaut d'une manière que je ne m'étais jamais avouée. Je ne peux pas défaire ce que j'ai excusé. Je ne peux qu'apprendre à être présente avant qu'on ne me le demande. J'ai lu cette ligne 3 fois. Papa a envoyé un message une semaine plus tard. Plus court. Plus simple. Mais non moins sincère. J'aurais dû rester. J'aurais dû parler. Le silence n'est pas de l'amour. Je le sais maintenant. Il a ajouté, j'essaie d'être meilleur que l'homme qui est resté derrière ce rideau. Pour la première fois depuis des années, je me suis permis de croire qu'il le pensait peut-être. Je ne suis toujours pas rentré à la maison. Je ne me suis toujours pas précipité pour pardonner. Mais j'ai placé ces lettres dans une petite boîte en bois que je gardais à côté de mon lit. Non pas pour revisiter la douleur, mais parce qu'elles étaient la preuve de quelque chose que j'avais cessé d'espérer. La croissance. Lydia est restée silencieuse un autre mois après avoir envoyé ses excuses. Et puis, un matin ordinaire où j'étais dans ma cuisine à siroter un café avant un service, je me suis enfin senti assez stable pour rouvrir son message. Ces mots étaient toujours là. Pas d'excuses. Pas de blâme. Pour la première fois de ma vie, ma sœur ne m'avait pas demandé de me faire plus petite pour faire de la place à son confort. Elle ne m'avait pas demandé de partager la faute. Elle n'avait pas insisté sur le fait que j'avais mal compris. Elle a simplement admis qu'elle m'avait fait défaut. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je pouvais enfin répondre. Je me suis assise à ma petite table de cuisine, la lumière du matin s'étirant sur le sol, réchauffant mes pieds nus. Je me suis permis de respirer une fois, 2 fois, puis j'ai commencé à taper. Lydia, j'accepte tes excuses. Je crois que tu les pensais. Mais je ne suis pas encore prête à reconstruire quoi que ce soit. J'ai besoin de plus de temps. J'ai besoin de distance. J'ai besoin de continuer à me choisir avant de choisir toute relation qui m'a autrefois demandé de disparaître. J'ai ajouté une dernière phrase. Peut-être un jour. Mais pas maintenant. J'ai appuyé sur envoyer. Le message s'est envolé, laissant un étrange silence derrière lui. Pas un froid. Pas un colérique. Juste silencieux. J'avais passé des années à dépenser de l'énergie pour réparer des choses que ma famille refusait de reconnaître. Cette fois, je ne devais d'urgence à personne. Je ne me devais que de l'honnêteté. Des semaines plus tard, en attendant le début de mon service, je me suis assise à la cafétéria de l'hôpital en faisant défiler des articles sur mon téléphone. Des infirmières bourdonnaient autour de moi, soulevant des plateaux, riant doucement, parlant de leurs projets de week-end. J'ai senti quelque chose s'installer en moi que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. De la stabilité. J'ai ouvert l'application de notes sur mon téléphone et j'ai commencé à taper une réflexion que je portais en moi depuis des mois. Ce n'était pas destiné aux réseaux sociaux. Pas au début. C'était simplement quelque chose que je devais dire quelque part. La forte n'est pas un compliment. C'est souvent un avertissement. C'est ce que les gens vous appellent quand ils veulent la permission d'arrêter d'être présent. C'est ce qu'ils utilisent quand ils veulent justifier de vous laisser seul. C'est un titre donné à la personne qui absorbe le plus et demande le moins. J'ai fait une pause et j'ai regardé les mots s'installer sur l'écran. Puis j'ai ajouté plus. J'apprends maintenant que je n'ai pas besoin d'être la forte pour être aimée. Je peux être humaine. Je peux avoir des besoins. Je peux avoir des limites. Et ces limites ne me rendent pas difficile ou dramatique. Elles me rendent entière. J'ai enregistré la note, pensant que peut-être un jour je la partagerais. Peut-être que quelqu'un d'autre avait besoin de l'entendre. Ce jour est arrivé plus tôt que prévu. J'ai créé un petit blog personnel, rien de professionnel, rien de peaufiné, juste un endroit pour écrire. Je l'ai appelé « Ce que la force signifie vraiment ». J'ai publié des articles sur l'épuisement professionnel, les limites, le travail émotionnel et la façon dont les gens comptent souvent sur ceux qui semblent stables jusqu'à ce qu'ils s'effondrent. Je n'ai pas utilisé les noms de ma famille. Je n'ai fait référence à personne directement. J'ai simplement écrit sur l'expérience d'être négligée tout en étant étiquetée résiliente. En quelques semaines, des lecteurs l'ont trouvé. Des infirmières. Des enseignantes. Des mères.
Des femmes qui ont dit avoir passé des décennies à porter le poids des attentes de tout le monde. Des gens à qui on avait dit qu'ils allaient bien si souvent qu'ils ont commencé à croire que leur douleur était un inconvénient. Leurs commentaires ont rempli la page comme de petites lanternes. J'ai continué à écrire parce que chaque histoire me rappelait que le silence ne m'avait jamais protégé. Il ne m'avait que tenu à l'écart de moi-même. 1 an après le mariage, presque à la semaine près, j'ai publié une dernière réflexion qui a clos le chapitre que j'avais passé des mois à traverser. J'ai écrit « Je n'ai pas détruit ma sœur. J'ai cessé de disparaître pour son confort. » C'est la différence. Et parfois, la vengeance la plus puissante est simplement de choisir de ne pas s'abandonner soi-même de la manière dont les autres vous ont autrefois abandonné. Après l'avoir publié, j'ai fermé mon ordinateur portable et je suis sorti m'asseoir sur le petit balcon devant mon appartement. Le ciel de Seattle était gris, doux, familier. Une légère brume tombait sur la rue en contrebas, captant la lueur des lampadaires. J'ai inspiré profondément, laissant l'air frais remplir ma poitrine. Je n'avais pas construit une vie parfaite. Je n'avais pas guéri magiquement toutes les blessures. Mais j'en avais construit une plus libre. Une plus vraie. Et à ce moment-là, j'ai su que l'histoire ne portait plus sur ce que ma famille m'avait fait. C'était sur ce que j'avais enfin appris à faire pour moi-même. Je me suis levé, je me suis étiré et j'ai regardé la ville qui était redevenue mon calme commencement. Puis je suis rentré, j'ai pris mon téléphone et j'ai enregistré un court mémo vocal pour moi-même. Se choisir soi-même n'est pas un acte de guerre. C'est un acte de survie. Et sur ce, j'ai laissé la nuit s'installer. Maintenant, si on vous a déjà dit que vous étiez trop ou pas assez pour votre propre famille, rappelez-vous ceci. Le silence peut être un pouvoir, et la vérité peut être la vengeance la plus bruyante. Dites-moi dans les commentaires ce que l'intégrité signifie pour vous et d'où vous écoutez.